merci de nous rejoindre sur i24 News. Nouvelle édition spéciale consacrée en majorité à ce qui se passe en ce moment même au Caire, où avec un accord en vue selon les sources égyptiennes proches des négociations sur le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. 95% des problèmes auraient été résolus. Les 5 restants concernent la construction du port maritime et de l'aéroport auquel Israël s'oppose. Les négociations entre Israël et le Hamas qui se poursuivent donc de manière indirecte. Il semblerait qu'il faille 48 ou 72 heures supplémentaires après la fin du cessez-le-feu actuel pour continuer à négocier. Dimanche, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a nommé 3 membres pour enquêter sur les éventuels crimes de guerre commis par Israël lors de l'opération Bordure Protectrice. Israël a vivement critiqué la composition de ce comité qu'il estime manquer d'équilibre. Parmi ces 3 membres, William Schabas, un expert canadien de droit international dont le thème de prédilection a été le génocide. Il a appelé dans le passé à poursuivre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ainsi que l'ancien président Shimon Peres devant la Cour pénale internationale à La Haye. En Irak, le Premier ministre sortant, Nouri al-Maliki, a rejeté la nomination du nouveau chef de gouvernement, Haïdar al-Abadi. Selon lui, c'est une dangereuse violation de la Constitution soutenue par les États-Unis. Washington, qui a lâché son ancien allié très contesté, compris dans son propre camp. Le président Barack Obama a appelé à une transition pacifique. Et puis, nouvelle qui nous vient du cinéma, l'acteur américain Robin Williams a été retrouvé mort hier à son domicile. Celui qui avait notamment remporté un Oscar pour Will Hunting avait 63 ans. Il se serait vraisemblablement suicidé. Dans un communiqué, son attaché de presse explique que l'acteur américain souffrait ces derniers temps d'une sévère dépression. Voilà donc pour les principaux titres de la nuit et de ce début de matinée. On va parler en détail aujourd'hui du rôle du pays sous le contrôle d'Al-Sisi, l'Égypte qui semble comprendre seulement maintenant son rôle d'intermédiaire et non de partie prenante dans ce conflit. Et si les langues se délient après 35 jours d'opération militaire ou d'une guerre qui ne dit pas son nom, qu'en est-il de Benjamin Netanyahou après lui? Que deviendra la politique israélienne? Était-il le seul homme capable de gérer la situation? On posera la question à nos spécialistes au cours de cette émission, mais pour l'heure on va se consacrer donc comme je vous le disais à l'Égypte avec Yitzhak Levanon. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël au Caire et on va parler avec vous de ce rôle finalement qu'a joué l'Égypte et que joue toujours l'Égypte au cours de ces négociations. On va juste faire le point sur les négociations d'hier au Caire entre les délégations israéliennes, palestiniennes et égyptiennes. En images, on en reparle juste après. Les négociations reprennent au Caire. La délégation israélienne est retournée en Égypte ce lundi pour un nouveau round de pourparlers indirects avec les factions palestiniennes. Le but, tenter de transformer le nouveau cessez-le-feu de 72 heures en trêve durable dans la bande de Gaza. Pour le Hamas, les exigences n'ont pas changé. La levée du blocus sur Gaza reste l'enjeu primordial. L'objectif auquel on tient est que les demandes palestiniennes soient satisfaites et que la bande de Gaza vive sans blocus. Du côté israélien, on reste prudent. Israël a constamment démontré son désir de mettre un terme aux violences actuelles. Nous avons accepté et honoré 9 cessez-le-feu différents que le Hamas, lui, a soit rejeté, soit violé. Si le Hamas viole ce cessez-le-feu également, nous serons bien sûr prêts à agir pour protéger notre peuple des attaques terroristes du Hamas. Depuis l'entrée en vigueur de la trêve de 3 jours dans la nuit de dimanche à lundi, les deux parties semblent respecter l'accord temporaire. Les échanges de feu se sont arrêtés à minuit heure locale, mais dans les heures qui ont précédé, les alertes rouges se sont multipliées dans les villes du sud d'Israël. Un missile s'est même abattu dans un terrain vague près de Tel Aviv, seulement 4 minutes avant le cessez-le-feu. Et 3 quarts d'heure plus tôt, l'armée israélienne a également déjoué une tentative d'infiltration de 6 terroristes dans le secteur du point de passage de Kerem Shalom. Selon l'ONU, le chemin reste encore long pour atteindre la paix. Sans lever du blocus, non seulement peu sera fait pour aller vers la reconstruction, mais je crains que les conditions seront alors en place pour un nouveau round de violence comparable à ce que nous voyons en ce moment. Ce lundi, les Gazaouis ont profité du calme pour rentrer chez eux. Les magasins se sont réouverts. En Israël également, un soulagement collectif. Mais les habitants des deux côtés demeurent sceptiques quant à l'aboutissement des discussions en Égypte et se préparent à toute éventualité.
Israël Levanon, vous en dites quoi de ces discussions en Égypte? On voit que l'Égypte et Israël plient un peu sous les pressions après cette guerre. Pas beaucoup, en revanche, de promesses côté du Hamas. Laissez-moi préciser ce que moi je comprends de cette situation, c'est que ce matin, on a beaucoup de fuites de toutes parts, que ce soit de la part des Palestiniens dans la presse internationale arabe, que ce soit El Quds Al Arabi, que ce soit Al-Sharq Al-Awsat, etc. On a des fuites dans les journaux israéliens, il y a des fuites aussi de la part de l'Égypte. Je ne crois pas que ce que nous, on est en train de lire ce matin reflète exactement la situation sur place. Et il y a des pourparlers, il y a des discussions. Il faut attendre pour voir quels sont les points sur lesquels on est d'accord et les points sur lesquels on n'est pas d'accord. Est-ce que vous observez une dichotomie entre ce que dit la presse israélienne et la presse égyptienne ou la presse arabe dans son ensemble? Je crois que chaque presse a son intérêt. Ils ont leurs contacts. Mais ceci, de nouveau, ce n'est pas une réverbération, disons, de ce qui se passe dans les coulisses au Caire. Et une chose, elle est certaine, parce que vous avez commencé par dire ceci, l'Égypte n'est pas partie prenante. L'Égypte, elle joue le rôle d'intermédiaire entre les deux côtés, et à mon avis, de façon... Elle a mis du temps à comprendre qu'elle n'était pas partie prenante et qu'elle se devait de jouer le négociateur, l'intermédiaire, sans régler des comptes un petit peu en coulisses aussi. Non, je crois que ce sont deux choses différentes. Je crois que lorsque l'Égypte a présenté il y a un mois son plan, elle était tout à fait d'accord d'être l'intermédiaire. Bien sûr, disons, ne pas être très actif comme l'était le président Morsi auparavant, il y a 1 an et demi à peu près, mais de l'être plus ou moins pour rapprocher les points et principalement pour arrêter la guerre contre la population civile palestinienne. C'est le but primordial de l'Égypte. Un but qu'on voit se développer au fur et à mesure de ces négociations, avec probablement une prolongation qui pourrait être demandée, une prolongation 48 ou 72 heures, c'est en tout cas ces fuites, encore une fois. D'après l'expérience qu'on a eue il y a 3 jours, ça ne s'est pas passé. Mais regardez, si on avance dans les pourparlers, à mon avis, il y aura une extension du cessez-le-feu. Extension du cessez-le-feu avec toujours ces promesses, l'une d'entre elles peut-être l'ouverture de Rafah, l'Égypte qui refusait au départ cette... Regardez, ce matin, je répète, il y a beaucoup de fuites. On parle de Rafah, on parle des passages entre nous et Gaza, on parle de plusieurs choses. Il y a une seule chose qui me manque dans les fuites ce matin. Où est l'aspect sécuritaire pour Israël? Je ne le trouve pas, pour l'instant. Ceci ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de le discuter au Caire. Ceci veut dire que dans les fuites, on ne le trouve pas. Et ceci, ça me manque parce qu'on a fait la guerre pour amener une situation sécuritaire, disons, à la population civile israélienne du Sud. J'aimerais bien voir si cet aspect-là serait couvert dans les accords. Est-ce que vous considérez qu'au côté israélien, il y a eu une avancée, il y a eu un après-bordure protectrice avec une avancée pour la sécurité d'Israël? Regardez, la vraie sécurité serait le démantèlement de l'arsenal de Ezzedine el-Qassam de Hamas. C'est pas réaliste. Qui dit que c'est pas réaliste? Si on en croit les Égyptiens, si on en croit Israël, si on en voit les réactions du Hamas de l'autre côté. Si c'est Israël qui le dit, à mon avis, c'est une erreur tactique, si elle le dit. Si les Égyptiens le disent, ils essayent d'amadouer un tout petit peu la position israélienne, peut-être. Si ce sont les Palestiniens, c'est de s'entêter sur leur position. Ça dépend qui le dit. À mon avis, il faut arriver à ce stade-là. Je n'ai aucune opposition de le faire par étapes, mais pas au cours de plusieurs années, mais d'un temps bien limité, pour qu'on puisse donner la sécurité à la population civile. Et en plus, on peut être généreux dans l'autre sens, pour la population palestinienne. Que ce soit les passages, que ce soit le port, que ce soit l'aéroport, tout ce que vous voulez. Je peux être, à la rigueur, disons, généreux dans ce sens-là, si j'ai en contrepartie... Démilitarisation contre approfondissement du port maritime et aérien. Le Hamas, il a 2 ailes. Il a l'aile politique, il a l'aile militaire. C'est l'aile militaire qui combat Israël. L'aile politique, c'est lui qui fait les déclarations contre Israël. Si je désarme l'arsenal de l'aile militaire, je reste avec l'aile politique du Hamas. C'est un problème interne palestinien qui n'a rien à faire avec Israël. Donc vous êtes de ceux qui vous conformez à la position de Benjamin Netanyahou de ne pas avoir décidé d'éradiquer totalement le Hamas? Je me conforme à la position d'Yitzhak Levanon que je peux être généreux d'un côté, franchement généreux pour la population, pour qu'elle puisse être soulagée de la souffrance, etc. C'est ce qui est tout à fait humain. Et de l'autre côté, exiger que ma population reçoit le même traitement. Disons que
soit soulagée du terrorisme ou des attaques, etc., et qu'elle puisse vaquer chaque jour de façon très normale au travail. Et c'est une demande, à mon avis, qui est équilibrée et qui est humanitaire dans les deux sens. Alors en attendant, on va voir ce qui se passe sur le terrain. Yitzhak Levanon, on va se rendre à la frontière avec la bande de Gaza où l'on rejoint notre envoyé sur place, Maxime Pérez. Maxime, bonjour. Alors on est plus de 24 heures après le début de ce cessez-le-feu. C'est toujours calme à la frontière ? Oui, 32 heures maintenant que ce cessez-le-feu est en vigueur et toujours un calme total qui règne autour de la bande de Gaza. Aucune frappe israélienne n'a été constatée ces dernières heures, aucun tir de roquettes, aucune alerte antiaérienne n'a retenti dans les localités israéliennes frontalières de la bande de Gaza. Et puis cette mesure de la défense passive hier soir qui a décidé de réévaluer les consignes de sécurité dans un périmètre de 8 à 40 km autour de la bande de Gaza, donc jusqu'à des villes comme Ashdod, où l'état d'urgence a été provisoirement levé. Il devrait être néanmoins réévalué demain soir à l'approche de la fin de ce cessez-le-feu de 72 heures. Alors justement, Maxime, on entendait hier des responsables politiques et militaires israéliens qui disaient qu'Israël répondrait avec encore plus de force à tout tir du Hamas ou des organisations terroristes à l'intérieur de Gaza sur le sol israélien. Est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi, des forces israéliennes sur place dans cette zone tampon qui reste sur le qui-vive ? Oui, il y a toujours des forces israéliennes en état d'alerte le long de la frontière avec la bande de Gaza, du nord au sud, des tanks, des blindés stationnés, essentiellement appartenant à des troupes régulières, beaucoup moins de réservistes qu'au cours de ces dernières semaines. La plupart ont été démobilisés, vous le savez. Alors oui, l'armée israélienne se prépare à toute éventualité, notamment en marge de la fin de ce cessez-le-feu qui interviendra demain soir aux alentours de minuit. Mais néanmoins, contrairement à la précédente trêve, on entend moins de menaces de part et d'autre que par exemple, le Hamas qui n'a pas menacé cette fois de reprendre ses tirs, en tout cas pas encore à ce stade. Côté israélien, les possibilités d'une reprise des hostilités viennent surtout de ministres du cabinet de sécurité qui d'ailleurs doit se réunir en milieu de journée vers 13h. Mais tout cela doit être évidemment pris encore avec beaucoup de précautions et tous les regards restent tournés vers le Caire. Vous le savez, vraisemblablement, des progrès ont été enregistrés ces dernières heures. Maxime, merci infiniment. À la frontière, donc, avec la bande de Gaza. Yitzhak Levanon, il y a quelques instants, on parlait de cette dichotomie probable entre la presse israélienne et la presse égyptienne, ou en tout cas la presse arabe. Est-ce qu'il y a une dichotomie entre les propos tenus par la branche armée du Hamas, la branche militaire et la branche politique ? Je crois que la branche armée du Hamas, et plus précisément avec Khaled Massal, que je trouve à Qatar. Et lui, il reflète la position extrémiste, disons, de la position palestinienne. Il dit que nous, ce qu'on veut, c'est de nouveau le port, l'aéroport, la levée de blocus, etc. Donc, il n'a pas changé de position. Il y a des problèmes à l'intérieur de la délégation palestinienne. Parce que la partie qui appartient plutôt à Abou Mazen, à l'autorité palestinienne, elle est un petit peu plus flexible parce qu'elle sait qu'en fin de compte, elle va recevoir quelque chose. On vient de parler, par exemple, que le Hamas ne s'oppose pas à ce que les forces de Abou Mazen se trouvent dans les passages. On parle des 5 passages, on ne parle pas seulement de 2. Donc, c'est une position que, de la partie de Abou Mazen, ils sont flexibles parce que, bon, ils vont recevoir ce qu'ils n'avaient pas, ça fait 8 ans. Donc, il y a des problèmes à l'intérieur de la délégation palestinienne. Pour nous, ce qui compte, c'est que c'est le travail de l'Égypte de nous donner une position qui est acceptée par toute la délégation. Non pas le Hamas ou le djihad islamique ou les comités de résistance, sinon de toute la délégation palestinienne. Lorsqu'on aura la position claire, nette, de la délégation palestinienne, on pourra avancer. C'est ce qu'on fait au Caire. On discute des points sur lesquels on peut arriver à un accord. À mon avis, et c'est un avis personnel, je crois que la tactique, elle n'est pas bonne, parce qu'on devrait, dès le début, mettre cette équation sur laquelle j'ai parlé, dès le début, face au Hamas, face à la délégation palestinienne, face aux Égyptiens,
et face à la communauté internationale. Nous, on peut être généreux, donnez-nous la sécurité. Je crois que c'est une demande qui est tout à fait acceptable, elle est équilibrée, elle est, à mon avis. Et le fait qu'en Israël, on essaie de dire, regardez, c'est pas possible de l'accepter à ce moment-là, et on commence à parler de limiter la possibilité du Hamas de s'armer. On l'avait dans l'opération précédente, il y a un article qui parle que le Hamas ne devrait pas se réarmer, etc. Il s'est réarmé. C'est ce qu'on a vu se passer aussi au Hezbollah, au nord d'Israël avec le Liban, et le Hezbollah qui s'est réarmé en dépit de l'accord international et de la présence de la communauté internationale sur place. Raison de plus d'y arriver à ce stade-là avec le Hamas, du démantèlement de l'arsenal de Ezzeddin el-Qassam, qui est la branche militaire, de laisser la branche politique. La branche politique, elle peut continuer à être très active à Gaza. C'est une question entre eux, avec Abou Mazen. Nous, on ne va pas s'ingérer dans ces affaires-là. Sur l'ouverture des points de passage Yitzhak-Lebanon, qui a le plus à perdre de l'Égypte ou d'Israël quant à l'ouverture notamment de Rafia? Non, je crois que la question de Rafia, c'est une question qui est propre égyptienne. Elle l'a mise sur le tapis de façon très claire. C'est l'Égypte qui va décider. Mais dans le passage de Rafia, comme de tous les passages d'ailleurs, il y a deux côtés. Il y a le côté égyptien, et c'est l'Égypte qui décide. Mais il y a aussi, lorsque vous passez le passage, vous rentrez à Gaza, et il y a la partie palestinienne. La partie palestinienne aujourd'hui, elle est gérée par le Hamas. L'Égypte n'est pas intéressée que le Hamas gère le passage du côté palestinien. C'est pour cela qu'elle a soulevé la question qu'Abou Mazen serait là-bas. Abou Mazen, il pourra gérer le passage, il pourra contrôler s'il n'y a pas des fuites ou s'il n'y a pas des choses que le Hamas voudrait faire entrer de l'Égypte ou du Sinaï à l'intérieur de Gaza, par exemple, et probablement aussi mettre fin à certains tunnels qui continuent. Pas nos tunnels à nous, mais ce sont les tunnels entre Gaza et le Sinaï. Et c'est pour cela que l'Égypte dit que, bon, pour moi, Abou Mazen, il est valable, qu'il soit dans la partie palestinienne. Et à ce moment-là... Du coup, le blocus territorial dont on parle, il est égyptien plus qu'israélien. Regardez, je crois que l'Égypte, pendant ces dernières années, elle a réussi à faire comprendre à la communauté internationale, là où nous, on a échoué, qu'il n'y a pas un blocus. Mais Rafia, je crois qu'il a été beaucoup plus fermé qu'ouvert de façon concrète. Et lorsqu'on l'ouvre, on l'ouvre pour quelques heures tout simplement, pour des gens spécifiques, que ce soit les diplomates, ou que ce soit ceux qui ont besoin d'un traitement, ou bien les Égyptiens qui ont été cloués, disons, à l'intérieur de Gaza. Ce n'est pas une ouverture ouverte. L'Égypte l'avait auparavant. Mais le comportement du Hamas, et je crois il y a 7 ans ou 8 ans, lorsqu'ils ont envoyé des milliers de personnes à rentrer par force à l'intérieur du Sinaï, l'Égypte elle a compris que ce passage-là devrait être fermé. Un dernier mot, Yitzhak-Lebanon, juste avant de passer à la revue de presse de Cyril. Ce travail de fourmi qui est en train de se passer au Caire, comment il se passe très concrètement? Il y a 2 pièces séparées avec la délégation israélienne d'une part, le Hamas de l'autre, et puis les intermédiaires égyptiens qui font l'aller-retour entre les deux champs. On l'a fait à Washington aussi. Moi, j'étais à Washington lorsque, après la conférence de Madrid, on était aussi dans 2 salles différentes, jusqu'au moment où on est rentrés ensemble. Mais dans ce cas-là, je crois qu'ils sont séparés. Je ne sais pas s'ils sont dans le même hôtel, je n'ai pas d'informations là-dessus. Mais c'est les Égyptiens qui font la navette entre les 2 positions. Et là, on en parlera peut-être plus tard. Moi, j'ai certaines réserves sur la formation de la délégation palestinienne. Pour ce qui concerne la délégation égyptienne, c'est une chose qui est traditionnelle et je vous expliquerai si vous me demandez la question. Merci. En tout cas, personne ne se parle entre Israël et le Hamas, même pas dans l'ascenseur, pour accéder à ces différentes pièces de négociation. Je ne l'exclus pas s'ils sont dans le même hôtel. Très bien, on comprendra qui voudra. Merci beaucoup. Cyril, on passe à présent à la revue de presse. Les journaux israéliens et palestiniens également qui font ce matin les gros titres sur les avancées des pourparlers du Caire et une trêve durable probablement entre Israël et le Hamas. Ah oui, des négociations marathoniennes qui ont duré plus de 9 heures au Caire, mais des efforts qui n'ont pas été vains puisqu'on apprend sur le site de l'agence de presse palestinienne Maran qu'elles ont débouché sur bon nombre de compromis. Ce sont les fuites dont vous parliez, monsieur l'ambassadeur, il y a un instant. Un optimisme partagé par nos confrères du Haaretz qui affirment ce matin qu'Israël et les Palestiniens sont, je cite, tout proches d'un cessez-le-feu durable. Dans un papier co-signé par le spécialiste du monde arabe Zvi Barel et par le correspondant diplomatique du journal Barak Ravid, eh bien, le quotidien de gauche révèle que pas moins de 4
95% des points évoqués pendant les pourparlers ont tout simplement été résolus. Alors selon un diplomate israélien de haut rang, cité par le journal, Israël serait disposé à consentir un réel allègement du blocus, en allant même au-delà des ententes de 2012, celles qui avaient mis fin, vous vous en souvenez, à l'opération Pilier de défense. Alors les gestes que Jérusalem est disposée à consentir, les voici, ils sont précisés par le journal. Un élargissement graduel de la zone de pêche à 9 miles contre 3 actuellement, une augmentation du quota mensuel des permis d'entrée en Israël à 5000, le nombre de camions autorisés à fournir de l'aide humanitaire via le point de passage de Kerem Shalom pourrait lui être doublé. Israël qui se dit également prêt à permettre le transfert de fonds destinés au paiement des salaires des fonctionnaires du Hamas, mais attention, le bailleur de fonds ne doit pas être le Qatar et l'utilisation des fonds devra être rigoureusement contrôlée. Et enfin Israël qui serait disposé selon le journal à libérer des dizaines de prisonniers palestiniens en échange des dépouilles des 2 soldats israéliens Oron Shaul et Hadar Goldin qui sont selon Israël détenus par le mouvement islamiste palestinien. Israël et le Hamas qui sont donc à 2 doigts d'un accord selon le quotidien à grand tirage Yediot Ahronot, mais les parties se sont toutefois fixées des lignes rouges selon le journal, le tabloïd israélien qui nous dit ce matin que l'État hébreu ne veut pas entendre parler à ce stade de l'ouverture d'un port sur la Méditerranée, ni même de la reconstruction de l'aéroport de la bande de Gaza. Et de son côté, le Hamas, on l'a dit, refuse catégoriquement d'évoquer la démilitarisation de l'enclave palestinienne. Selon le Jerusalem Post, le quotidien israélien en langue anglaise, le cabinet de sécurité israélien doit se réunir aujourd'hui donc précisément pour débattre de ce cessez-le-feu en gestation. On pourra en parler plus tard en tout cas, hein. C'est ce que vous disiez, Yitzhak Levanon. Le cabinet qui, on vient manifestement de l'apprendre, ne devrait pas se réunir aujourd'hui. Donc, et les journaux israéliens qui reviennent ce matin sur la nomination des membres de la commission d'enquête de l'ONU, une enquête qui doit statuer sur les violations ou pas du droit de la guerre, du droit international par Israël lors de cette opération Bordure Protectrice. Ouais, la presse israélienne qui est unanime pour fustiger ce matin cette nomination de cette commission d'enquête avec cette question du Yediot Ahronot, se dirige-t-on vers un rapport Goldstone bis? Rapport Goldstone, c'est celui qui avait suivi l'opération plomb durci en 2008 et Yediot Ahronot qui nous présente ce matin, vous les voyez, les 3 membres de la commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Alors la fiancée de Georges Clooney qui ne fait plus exactement, partie, j'allais le préciser, une commission qui doit enquêter sur les allégations de crimes de guerre à Gaza, de gauche à droite. On vous les présente, le Sénégalais Doudou Diène, ancien rapporteur spécial de l'ONU au centre Amal Alamoudine, une juriste britannico-libanaise, fiancée, vous l'avez dit, de l'acteur américain George Clooney, qui depuis a eu le temps de se désister. Et enfin, la vedette, c'est lui, le président de la commission, le Canadien William Chabas, professeur de droit international à Londres, un enquêteur guerre objectif selon le Ma'ariv, le quotidien centriste, qui rappelle que dans une conférence en 2013, William Chabas faisait référence aux dirigeants qui devraient être poursuivis dans la justice internationale. Et devinez qui était son préféré? Eh bien, c'était Binyamin Netanyahou, qui, selon lui, devrait être jugé devant la Cour criminelle internationale, et ni plus ni moins. Et si cela ne suffit pas, voici une autre sortie remarquée du juriste canadien. Netanyahou pourrait être considéré comme la personne la plus à même de menacer la survie d'Israël. Voilà, que de compliments dans la bouche de William Chabas à l'égard du Premier ministre israélien. Il avait l'intention de poursuivre aussi Shimon Peres, l'ancien président d'Israël. Ça vous évoque quoi, Yitzhak Levanon? Mon séjour à Genève, à la Commission des droits de l'homme. Regardez, c'est ridicule. On va en reparler dans quelques instants, mais simplement une réaction à cette composition de la commission. C'est traditionnel de la part de la commission, l'ex-commission, aujourd'hui le Conseil des droits de l'homme. On a toujours choisi des gens qui étaient anti-israéliens de façon très virulente. C'était le cas avec Goldstone, c'était le cas avec Richard Falk, c'était le cas avec Dugard, c'est le cas avec ceux-ci. Ils sont biaisés, bien sûr, de façon très claire, de nommer des gens qui sont anti-israéliens, parce qu'ils pensent que c'est beaucoup plus facile, disons, d'accuser Israël si on a des personnes pareilles. Un petit mot tout simplement en ce qui concerne Doudou Diène, que je connais personnellement parce que je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Et lui, il a été taxé d'être antisémite. Et il m'a rencontré à 3 ou 4 reprises pour me préciser que lui, il ne l'était pas. Et je crois qu'il était sincère dans ce cas-là. Je crois qu'avec Doudou Diène, on peut parler.
Et donc, c'est l'un des membres de la commission. Donc, on va en reparler d'ici quelques instants. Évoquons à présent ces kiosques turcs où les journaux évoquent la solidarité d'Ankara avec les habitants de la bande de Gaza. Ah oui, Nathalie, 4 ans après une première tentative qui s'était soldée, vous en souvenez, par la mort de 10 activistes turcs, eh bien, l'ONG islamique turque IHH a annoncé hier son intention d'affréter une nouvelle flottille pour tenter de briser le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza. Dans cet article du quotidien turc Hurriyet en langue anglaise, on apprend que les organisateurs de l'expédition de 2010 se sont réunis ce week-end à Istanbul et qu'ils devraient annoncer aujourd'hui même leur décision de renouveler l'opération à la lumière de ce qu'ils considèrent comme être la dernière agression Israël sur la bande de Gaza. Et puis le même journal, vous allez voir, qui annonce en une le transfert en Turquie des premiers blessés palestiniens. Sur cette image, on aperçoit... non, c'est pas celle-là. Oui, c'est pas celle-là, c'est pas grave. On aperçoit le ministre des Affaires étrangères, Ahmet Davutoglu, et le ministre de la Santé qui accueille les premiers blessés palestiniens. La Turquie, rappelle le journal, qui œuvre sans relâche pour organiser un corridor humanitaire qui permettrait d'évacuer plusieurs milliers de Palestiniens blessés. Il ne mentionne pas, par exemple, que ces blessés sont passés par l'aéroport israélien, par Tel Aviv. Tout à fait. Ils ne le font pas. Merci en tout cas de l'avoir mentionné, Yitzhak Levanon. On va terminer avec 2 caricatures, Cyril, que vous avez sélectionnées pour évoquer cette fois la situation irakienne. Oui, un journal irakien d'abord qui s'appelle Al-Mada. L'horizon avec cette caricature, vous le voyez, Jabal Sinjar, c'est le mont Sinjar duquel ont fui plus de 20 000 yézidis, fuyant donc les persécutions de l'État islamique, et le monde qui joue la politique de l'autruche. La menace de l'État islamique comparée ce matin par le dessinateur de presse, le caricaturiste du Al-Sharq al-Awsat, le quotidien pan-arabe qui paraît à Londres. La menace islamique comparée tout simplement au bombardement atomique d'Hiroshima. À droite, il y a 69 ans, à Hiroshima, écrit le dessinateur de presse, et à gauche, aujourd'hui, au Moyen-Orient. Voilà ce qu'inspire l'État islamique au dessinateur de presse du Al-Sharq al-Awsat ce matin. Voilà, et Ali Waquet sera avec nous sur ce plateau pour reparler de cette situation en Irak et de la réaction également tardive de la communauté internationale à ce sujet. Merci Cyril pour cette revue de presse. Yitzhak Levanon, vous restez avec nous en seconde partie d'émission. On va parler de la politique de Benyamin Netanyahou, mais également de cette commission d'enquête à l'ONU. Est-elle justement une politique de 2 poids, 2 mesures? On en parle dans quelques petites minutes. Une petite pause de 2 minutes, on revient juste après. Sur i24 News, avec moi sur ce plateau, Yitzhak Levanon, ancien diplomate et ambassadeur d'Israël au Caire. Dror Even-Sapir, bonjour, vous êtes journaliste d'i24 News, merci de nous avoir rejoints. On reparle tout de suite des principaux titres de la matinée, de la nuit, avec cet accord en vue au Caire. Selon des sources égyptiennes proches des négociations sur le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, 95% des problèmes auraient été résolus. Les 5 restants concernent la construction du port maritime et de l'aéroport auquel Israël s'oppose. Les négociations entre Israël et le Hamas qui se poursuivent de manière indirecte. Il semblerait qu'il faille 48 ou 72 heures supplémentaires après la fin du cessez-le-feu actuel pour continuer à négocier. Dimanche, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a nommé 3 membres pour enquêter sur les éventuels crimes de guerre commis par Israël lors de l'opération Bordure Protectrice. Israël a vivement critiqué la composition de ce comité qu'il estime manquer d'équilibre. Parmi ces 3 membres, William Schabas, c'est un expert canadien de droit international dont le thème de prédilection académique a été le génocide, vous le voyez à l'image. Il a appelé dans le passé à poursuivre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et l'ancien président Shimon Peres devant la Cour pénale internationale à La Haye. En Irak, le Premier ministre sortant Nouri al-Maliki a rejeté la nomination du nouveau chef de gouvernement, Haïdar al-Abadi, hier. Selon lui, c'est une dangereuse violation de la Constitution soutenue par les États-Unis. Washington qui a lâché son ancien allié très contesté, compris dans son propre camp. Le président Barack Obama appelle à une transition pacifique. Et puis dans l'actualité internationale également du monde du cinéma, l'acteur américain Robin Williams a été retrouvé mort hier à son domicile. Celui qui avait notamment remporté un Oscar pour Will Hunting avait 63 ans. Il se serait vraisemblablement suicidé. Dans un communiqué, son attaché de presse explique que l'acteur américain souffrait ces derniers temps d'une sévère dépression.
parler à présent de la personnalité de Benjamin Netanyahou. Il a peu dormi, Dror Even-Sapir, ce Premier ministre israélien, au cours du dernier mois. Dès que cette opération, bordure protectrice, sera définitivement achevée, la politique reprendra peut-être ses droits. Est-ce qu'on peut s'attendre à une période difficile pour Benjamin Netanyahou? Oui, alors tout dépend, Nathalie, bien évidemment, de ce qui est en train de se passer au Caire. Vous savez, il y a des informations contradictoires. Certaines sources affirment, comme vous l'avez vous-même reporté, qu'on est à deux doigts finalement d'un accord entre Israël et la délégation unitaire palestinienne, mais d'autres sources parlent de négociations qui seraient bloquées. Donc tout dépend de la manière dont cette opération de bordure protectrice va se terminer. Tout dépend des concessions qu'Israël pourra éventuellement être amené à faire face aux Palestiniens et face au Hamas, des concessions dont on peut imaginer qu'elles seront mal accueillies par une grande partie de la population israélienne. Et c'est sur ce malaise d'une bonne partie de la population israélienne que comptent les adversaires politiques de Benjamin Netanyahou, qui ne se sont pas fait vraiment discrets pendant l'opération, alors que les armes parlaient. À Avigdor Lieberman, à Naftali Bennett, est-ce qu'ils sont les seuls adversaires politiques du Premier ministre en ce moment? Alors quelques mots tout de même sur Lieberman et Bennett, effectivement. Ce sont les principaux adversaires politiques aujourd'hui de Netanyahou. C'est un peu un paradoxe d'ailleurs, parce qu'on pourrait s'attendre à ce que les principaux adversaires du Premier ministre soient son opposition, l'opposition parlementaire, le Parti travailliste, les autres formations qui composent aujourd'hui l'opposition. Mais non, on a l'impression que les adversaires les plus rudes aujourd'hui de Benjamin Netanyahou sont les personnalités politiques qui sont placées sur sa droite. Avigdor Lieberman, c'est intéressant parce qu'il a pris déjà depuis même avant l'opération en fait son indépendance politique vis-à-vis non seulement de Netanyahou mais également du Likoud. Il a retrouvé son indépendance parlementaire. Son parti aujourd'hui, le Israël Beitenu, est un groupe parlementaire tout à fait indépendant. C'était pas le cas il y a encore un peu plus d'un mois, puisqu'il était lié au Likoud. C'était une liste commune aux dernières élections, le Likoud et le parti de Lieberman. Et là, il a retrouvé son indépendance et il a décidé de toute une série de mesures, Lieberman, pour que son existence politique en tant que parti et en tant que personnalité indépendante soit renforcée. Par exemple, un petit détail, l'un des ministres de son parti, le ministre de l'Agriculture, Yair Shamir, qui est le fils de l'ancien Premier ministre Yitzhak Shamir, va probablement bientôt démissionner de la Knesset pour laisser la place au prochain sur la liste commune Likoud Beitenu, qui se trouve être un membre du parti Israël Beitenu, de manière à ce que les partisans de Lieberman soient plus nombreux à la fois au gouvernement et au Parlement. Voilà. Et Lieberman, on l'a entendu pendant l'opération dire qu'il fallait aller plus loin, qu'il fallait éradiquer le Hamas. Naftali Bennett, également chef du parti Foyer Juif et ministre de l'économie, s'est prononcé dans un sens plutôt similaire, avec des différences entre Bennett et Lieberman, mais ces deux personnalités ont le sentiment que quelque chose se passe dans l'opinion publique, quelque chose dont ils pourraient tirer un profit politique et électoral, et n'ont pas attendu que les armes se taisent pour affirmer leurs différences par rapport à Benjamin Netanyahou. Mais vous avez raison, ce ne sont pas les seuls opposants dont Benjamin Netanyahou pourrait s'inquiéter, parce que même à l'intérieur de son parti, le Likoud, vous avez une aile droite qui est très active, que certains même qualifient de Tea Party à l'israélienne, des gens comme Dadi Nadon par exemple, et des personnalités plus centrales comme Gideon Sa'ar, qui se pose en dauphin de Benjamin Netanyahou et qui n'a pas hésité lui aussi à faire entendre sa différence sur la manière dont l'opération avait été menée au niveau politique et sur le fait qu'il fallait aller plus loin, même si une opération plus longue aurait été beaucoup plus coûteuse en vie humaine du côté israélien et du côté palestinien. Il aurait fallu, selon Gideon Sa'ar, selon Bennett, selon Lieberman, aller plus loin jusqu'à éradiquer totalement les capacités militaires du Hamas. On reparle de cette friction entre Netanyahou et Gideon Sa'ar. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux hommes ? Il s'est passé tout simplement que Gideon Sa'ar est quelqu'un de très ambitieux et qui ne cache pas, ou qui cache de moins en moins facilement, on va dire, ses ambitions. Alors que c'était effectivement deux alliés très proches, Benjamin Netanyahou et Gideon Sa'ar, mais Gideon Sa'ar a l'impression que après tant d'années au pouvoir, le crédit de Benjamin Netanyahou, l'image de Benjamin Netanyahou au sein de la population israélienne commence un petit peu à s'effilocher. Peut-être une usure de pouvoir dont Gideon Sa'ar voudrait profiter. Et effectivement, les sondages montrent que si pendant l'opération, la cote de popularité du Premier ministre était au beau fixe, elle a tendance à baisser un petit peu depuis la fin de l'opération. Yitzhak Levanon, une usure du pouvoir pour le troisième mandat de Benjamin Netanyahou ? Sans aucun doute, à mon avis.
Regardez, si en fin de compte, ce qui se passe au Caire, ce qui est en train d'être mijoté, ne donne pas satisfaction sur l'aspect sécuritaire pour la population civile, je crois que Benjamin Netanyahu aura beaucoup de fil à tordre dans les prochaines semaines. On en a beaucoup parlé, hein, notamment dans les médias israéliens, de ce jeu politique qui doit être gelé pendant l'opération. Ça n'a pas forcément été le cas. Justement, on l'a vu, Edouard vient de nous le rappeler. Ça doit être... Il y a eu, on a entendu les oppositions ça et là. En tout cas, pendant les premières semaines, il y avait certes un espèce de front uni avec Benjamin Netanyahou. Au fur et à mesure de l'avancée de l'opération, ça s'est un peu disloqué. Est-ce que vous considérez qu'il doit y avoir un gel de toutes les critiques et une alliance avec le Premier ministre en temps de guerre? Lorsqu'on est en guerre, oui. Mais la guerre, elle est derrière nous pour l'instant. Il y a un cessez-le-feu et maintenant on est passé au stade des pourparlers politiques au Caire. C'est la situation actuelle. Donc ce gel ne peut pas être, disons, à 100%. Mais de toute façon, il faut consolider la position du gouvernement israélien jusqu'à qu'on arrive à un accord complet qui serait satisfaisant dans les discussions au Caire. On ne peut pas, disons... Cessez-le-feu politique aussi, jusqu'à ce que le cessez-le-feu des armes soit vraiment pour permettre au gouvernement actuel, avec l'appui, disons, de l'opposition du Parti travailliste et des autres qui ont soutenu Benjamin Netanyahu pendant la guerre, et pour ne pas, disons, donner une certaine faiblesse à la position israélienne d'aller pour parler au Caire. Ce n'est que seulement après l'arrivée à un accord qui sera accepté, disons, par tout le monde, il sera soumis à la Knesset, au cabinet, etc. Et ça sera l'accord sur lequel on est arrivé. Là, l'opposition, ou ceux qui sont contre, auront complètement le droit de commencer, disons, leur attaque politique à l'intérieur de la scène politique israélienne. Dans cette espèce de front uni, ce cessez-le-feu politique, vous l'avez ressenti pendant cette opération Bordure Protectrice ? Mais encore une fois, c'est le paradoxe dont je parlais tout à l'heure. L'opposition a été tout à fait loyaliste en quelque sorte et elle a joué le jeu de l'union sacrée en temps de guerre. L'opposition, en tout cas, c'est vrai en ce qui concerne le parti travailliste, les partis orthodoxes qui sont dans l'opposition. C'est moins vrai, bien évidemment, en ce qui concerne la gauche plus radicale comme le Meretz ou les partis qu'on appelle les partis arabes. Mais par contre, il y a eu des dissonances très réelles au sein du gouvernement. L'opposition réelle, elle était au sein du gouvernement, elle était sur la droite de Benjamin Netanyahou et beaucoup moins sur sa gauche. Maintenant, il y a un autre point qui est tout à fait important dont on va peut-être parler, c'est l'aspect diplomatique, et les deux choses sont bien évidemment liées, les suites diplomatiques de la crise dans la bande de Gaza. Est-ce que c'est propre à Israël, ce que vous analysez justement à présent, c'est que finalement sur sa gauche, Benjamin Netanyahou n'a pas forcément été attaqué, ou en tout cas pas par le parti travailliste de façon générale, il l'a plus été sur sa droite. Est-ce que c'est propre à Israël en temps de guerre, ou est-ce qu'on peut l'observer aussi ailleurs ? Non, en temps de guerre en général, hein, quand une démocratie est en temps de guerre, on peut observer bien évidemment des phénomènes d'union sacrée, des phénomènes de mise entre parenthèses du débat démocratique et des désaccords sur les grandes orientations du pays. C'est pas propre à Israël. Ce qui est peut-être propre à Israël, c'est que effectivement les gens qui se sont battus dans la bande de Gaza, les soldats israéliens, eh bien c'est un peu presque tout le monde, presque tous les secteurs de la société israélienne. Je dis presque parce que bien évidemment en grande partie les Arabes israéliens ne sont pas concernés, et puis en très grande partie aussi, les ultra-orthodoxes ne sont pas concernés. Par contre, alors on a beaucoup parlé par exemple de la place très importante des jeunes issus du mouvement sioniste religieux dans les rangs de l'armée, dans les unités parfois les unités d'élite, les unités de première ligne, mais ils n'étaient pas seuls bien évidemment. Vous avez des membres des kibbutzim, vous aviez des jeunes issus de la classe moyenne urbaine ou de la classe supérieure urbaine, ou des villes de développement, des villes pauvres. Toute la société israélienne quasiment était représentée, à envoyer ces jeunes combattre, et parfois malheureusement au péril de leur vie. Et ce qui explique donc que le débat démocratique, que les divisions au sein de la société israélienne, eh bien, elles ont été mises entre parenthèses, mais très rapidement elles vont rejaillir, et c'est normal. En démocratie, elles doivent rejaillir même. Alors justement, on va reparler des conséquences diplomatiques de cette opération et des difficultés peut-être de Benjamin Netanyahou d'en sortir. Juste avant, je voudrais justement faire écho à ce que vous disiez il y a quelques instants de ces soldats qui représentent un peu toutes les franges de la société israélienne, avec notamment ce soldat franco-israélien blessé au cours de l'opération. Nos équipes sont allées le rencontrer, regardez. Sa première vraie sortie de l'hôpital. Blessé il y a plus de 15 jours par des éclats à la tête et aux poumons dans des combats dans la bande de Gaza, Gabriel Benaïm a souhaité se rendre à Jérusalem pour prier
devant le mur occidental. J'avais 2-3 prières à faire, déjà à remercier. Opéré à plusieurs reprises au cerveau, Gabriel, soldat de l'unité Golani, a été blessé plus de 48 heures après être entré dans Gaza. Il ne se souvient quasiment pas du moment de sa blessure. Je me souviens de rien, juste à cette période, c'est-à-dire à un moment, j'ai un problème de mémoire à partir du moment où je suis rentré dans le Lamer, donc c'est notre transport de troupes, jusqu'au moment où je me suis réveillé à l'hôpital. En plus, j'ai reçu des antidouleurs, donc ça n'a pas aidé pour la mémoire. Mais donc on m'a raconté que donc on est sorti donc du Namer, on est rentré dans la maison, donc tout simplement la maison en fait a été piégée, comme la plupart des maisons là-bas. Donc ça a explosé, donc j'ai été blessé à la tête. Et puis dans le groupe avec qui j'étais, on était une quinzaine, donc à peu près je crois une dizaine. Donc il y a eu 7 blessés quand même. J'ai été le blessé le plus grave. Non mais là c'est vrai que j'ai eu pas mal de chance. Par rapport à ce qui s'est passé, je veux dire, on m'a raconté et tout, on m'a dit Gabriel, nous là-bas on a cru que t'étais mort quoi. On a vu ta tronche, t'étais pas beau à voir. Sa mère, Nelly, vit en France, aux côtés de son fils depuis sa grave blessure. Elle ne peut retenir ses larmes. C'est un miraculé, parce que je l'ai vu quand on est arrivé de la France il y a 3 semaines. C'est un miracle. Ce qui a été le plus dur, c'est qu'il fallait, je crois que c'est comme en Israël, quand on a un fils unique, il faut signer un papier. Ça, on n'arrivait pas à signer. Gabriel, volontaire au sein de l'armée israélienne, réfute la comparaison avec les jeunes Français qui s'engagent dans le djihad. Le djihad, c'est s'entraîner à défendre sa cause, leur cause, par des attentats et à tuer des civils, c'est ça. Une vie que souhaitent désormais partager ensemble, Gabriel et sa mère. Merci d'être là, c'est tout. Voilà donc pour ces propos qui ont été recueillis hier par Mathias Inbar et nos équipes d'i24 News. On va revenir sur un aspect plus terre à terre, Dror, avec ces suites diplomatiques. Il va falloir les gérer, les conséquences diplomatiques de la crise. Et bien évidemment, alors ce qui est intéressant, c'est que Benjamin Netanyahou, il y a environ une semaine, une dizaine de jours plutôt, dans une conférence de presse, a déclaré que le règlement de la crise dans la bande de Gaza pourrait amener avec lui de nouvelles opportunités diplomatiques. Et ces 3 mots ont suscité beaucoup de commentaires qui allaient un petit peu dans tous les sens. Qu'est-ce que ça signifie véritablement dans la bouche de Benjamin Netanyahou, de nouvelles opportunités diplomatiques? Alors pour certains, ça signifie, étant donné que le règlement de la crise dans la bande de Gaza se ferait apparemment avec Mahmoud Abbas, avec l'autorité palestinienne, avec un retour partielle de l'autorité palestinienne dans la bande de Gaza. Il en est question au Caire, et au Caire vous avez bien évidemment des représentants de Mahmoud Abbas. Donc ça signifierait peut-être un déblocage du processus de paix israélo-palestinien. Pour d'autres commentateurs, lorsque Benjamin Netanyahou a parlé de nouvelles opportunités diplomatiques, il avait plutôt en tête cette nouvelle alliance régionale anti-Hamas et aussi anti-Iran, constituée par Israël bien évidemment, l'autorité palestinienne qui ne porte pas le Hamas dans son cœur, l'Égypte, et Yitzhak Levanon pourrait nous en parler bien mieux que moi, l'Égypte, la Jordanie, peut-être aussi l'Arabie Saoudite, donc une nouvelle coalition qui pourrait amener à Israël de nouvelles opportunités diplomatiques. Le problème, c'est que ces deux interprétations, elles ne sont pas si contradictoires que ça, parce que ces nouveaux partenaires régionaux d'Israël, ils vont exiger qu'Israël consente à des compromis vis-à-vis des Palestiniens, du fait justement de l'ampleur de la crise dans la bande de Gaza, du fait justement de l'ampleur du drame qu'a vécu la bande de Gaza, eh bien ces partenaires régionaux vont demander à Israël, si véritablement Israël veut compter sur eux pour de nouvelles alliances régionales, eh bien vont demander à Israël des compromis importants. Et est-ce que la classe politique, la coalition gouvernementale actuelle autour de Benjamin Netanyahou et l'opinion publique israélienne est prête à ce genre de compromis vis-à-vis des Palestiniens? Rien n'est moins sûr, étant donné que ce qui s'est passé dans la bande de Gaza a peut-être plutôt convaincu l'opinion publique israélienne que des retraits territoriaux pourraient être dangereux, même si, encore une fois, le retrait territorial dans la bande de Gaza opéré par Ariel Sharon en 2005 était un retrait unilatéral. Et que là, si il est question de retraits territoriaux, encore une fois, si rien n'est moins sûr, eh bien, on peut imaginer que ce soit au contraire qu'il s'agisse de retraits négociés et non pas unilatéraux. Mais encore une fois, l'opinion publique, c'est plutôt droitisé. Elle est plutôt allée vers le sens de Avigdor Lieberman et Naftali Bennett, et donc moins vers le sens de ceux comme Tzipi Livni, comme Yitzhak Herzog dans l'opposition, qui préconisent
compromise d'importants retraits territoriaux pour parvenir à un accord avec les Palestiniens. Alors voilà pour les conséquences diplomatiques. On va reparler également des conséquences juridiques, des conséquences légales. Je vous en prie. Très vite. Je crois que la Suisse, elle a présenté, elle a une solution originale sur cette question-là. C'est qu'en temps de guerre, le gouvernement suisse nomme un général pour gérer la guerre. Les partis politiques et le gouvernement se taisent. On va rester en Suisse, à Genève. On se rend à la Commission des droits de l'homme avec Roland Roth, spécialiste avocat international. On va parler avec vous de cette commission qui enquête sur les faits commis au cours de cette opération. Ces crimes de guerre, c'est en tout cas ce qu'ont annoncé les différents médias internationaux commis par Israël. Cette commission, comment elle enquête, Roland Roth? Alors d'abord, avant d'enquêter, il faut d'abord nommer les membres de la commission qui ont été nommés par le Conseil des droits de l'homme à Genève, qui est en soi une organisation qui a prouvé qu'elle était extrêmement partiale et tout à fait disproportionnée, puisqu'elle a pris de nombreuses résolutions anti-israéliennes. Même plus de 40% de toutes les résolutions qui n'ont jamais été prises par ce Conseil des droits de l'homme, qui est un organe onusien, l'ont été à l'encontre de l'État d'Israël. Donc après sa mission, son fonctionnement sera finalement une audition d'un certain nombre de personnes sur le terrain qui vont être entendues, ainsi que les témoignages de la Croix-Rouge. La commission va visualiser des films, elle va finir par enquêter, elle va finir par rédiger un rapport qui sera présenté au vote du Conseil des droits de l'homme à Genève. Si le Conseil des droits de l'homme approuvera le rapport dans le futur, l'Assemblée générale des Nations unies sera alors automatiquement saisie et confirmera également probablement une condamnation d'Israël à l'avance. C'est comme ça que cela va fonctionner. Donc la question qui se pose à propos du fonctionnement est de savoir est-ce qu'Israël va collaborer cette fois, alors qu'elle ne l'a pas fait pour la commission précédente dans l'affaire Goldstone, dans le rapport Goldstone. Est-ce qu'elle va intervenir ou pas intervenir ou permettre des auditions en Israël ou non? Ça n'a pas encore été décidé par le pouvoir. Autre point à préciser, Roland Roth, cette commission, elle va enquêter sur les actions d'Israël, sur celles du Hamas également? Alors normalement, la commission, justement, le mandat de la commission est en train d'être examiné par les autorités israéliennes qui ne connaissent pas exactement le contenu du mandat. Alors, il est évident que le contenu du mandat s'applique à des soi-disant violations des droits de l'homme et des crimes de guerre qui auraient été commis dans les territoires à Gaza, dans les territoires occupés et à Jérusalem-Est, telle que la proposition avait été faite par le groupe des pays arabes qui ont présenté cette demande de nomination d'une commission d'enquête. Donc, est-ce que le Hamas lui-même et ses opérations vont être analysées? Certainement pas de façon partiale. Une des raisons pour lesquelles ce ne sera pas partial, c'est que le président de la commission, qui est Monsieur Chabas, le professeur Chabas, a déjà fait preuve de façon persistante d'impartialité à l'égard d'Israël. L'Israël pourrait demander en fait la récusation de ce président. Il est, à mon avis personnel, tout à fait important qu'Israël intervienne, dans la mesure où le droit international n'a pas suffisamment bien précisé le droit de légitime défense qui découle de la Charte des Nations Unies, mais qui n'a pas explicitement jusqu'aujourd'hui indiqué que la légitime défense inclut également la légitime défense contre des objectifs militaires qui s'abritent derrière des civils. On a vu justement à ce propos les limites du droit international concernant ce conflit asymétrique, comme il est qualifié dans le droit international. Justement, quels sont les risques de sanctions? Quelles peuvent être les décisions prises par cette commission ensuite? La commission n'a pas le pouvoir, c'est un organe. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU est un organe consultatif qui en lui-même ne prend aucune décision. Il peut seulement émettre des recommandations, voter des condamnations, mais il n'a pas le pouvoir qu'a le Conseil de sécurité, qu'aurait théoriquement le Conseil de sécurité. Dans le meilleur des cas, il peut obtenir une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'appuiera sur le rapport
et qui condamnera alors forcément Israël, bien que les travaux de cette commission sont discrédités à l'avance par la nomination d'un président qui est tout à fait partial et qu'il a prouvé à de très nombreuses reprises par le passé. Merci beaucoup. L'Assemblée générale n'a pas le pouvoir de renvoyer Israël ou des membres devant, par exemple, la Cour pénale internationale. Il n'y a que le Conseil de sécurité qui est compétent pour le faire. En conséquence, les conséquences négatives sont déclaratives, mais il peut y avoir dans le cadre de ce rapport de cette commission et des résolutions qui peuvent être prises, une éventuelle disposition qui précisera ce qui n'a pas encore été précisé par le droit international, que ce qui existe implicitement pourrait devenir explicite, à savoir que le droit de légitime défense pourrait s'appliquer à Israël dans ce cas-là, alors que conformément d'ailleurs à des... On va continuer à l'analyser. Merci beaucoup Roland Roth pour ces explications et ces précisions. Yitzhak Levanon, vous le connaissez, hein, ce Conseil des droits de l'homme à Genève. Il a été qualifié par Avigdor Lieberman au cours de cette opération de Conseil des droits du terrorisme. Un mot peut-être sur ce conflit asymétrique et la vision du monde sur cette guerre qu'on veut éthique, cette guerre qu'on veut chirurgicale. J'ai vécu 4 ans dans les coulisses, premièrement de la Commission, ensuite et plus tard avec le Conseil des droits de l'homme. Je crois, une petite introduction, je crois qu'il y a un petit problème de fond avec cette commission-là, parce que ce qui existait auparavant dans la commission, qu'on avait un article spécifique pour discuter de ce qu'Israël fait dans les territoires palestiniens, on avait pensé que dès l'instant que ça va passer de la commission vers vers le Conseil, cet article-là va disparaître. Eh bien, malheureusement, cet article continue. Donc, il y a un article spécifique, l'article 8, si je ne me trompe pas, qui traite seulement de ce qu'Israël fait pour les Palestiniens partout, même dans le Golan, etc. La seconde chose, c'est que dès l'instant que la Commission des droits de l'homme, elle nomme cette commission, elle l'a nommée déjà. Et ce qui se passe après une décision prise par le Conseil, ça passe au secrétariat. Le secrétariat, avec le président du Conseil, cherche les gens. Normalement, c'est traditionnel. On ne trouve pas des gens qui sont pro-israéliens parce que ce n'est pas le but de cette commission-là, ce n'est pas le but de l'investigation qu'ils vont faire. Donc, ils ont choisi ces 3 personnes. Doudou Dienne, la jeune dame qui a décidé de ne pas participer, et c'est M. Chavas. Il y aura un rapport. Je ne suis pas certain si cette commission-là désire coopérer avec Israël, ou bien elle suggère qu'Israël donne, disons, quelle est sa position à elle. Mais dans le cas où cette commission-là nous demandera de coopérer, Yitzhak Levanon dit il faut coopérer. Même s'il y aura un seul article dans ce rapport-là qui puisse amener la position israélienne, parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé avec Gaza. Il ne faut pas oublier, enfin, la question de la défense légitime, elle est primordiale et elle existe. Secondo, les crimes de guerre que Hamas avait en lançant des missiles contre de la population qui est innocente, contre Israël, ce sont des cas que nous, on peut, oui, préciser. La participation, par exemple... Est-ce que justement les enquêtes qui ont déjà été mandatées par Israël au sein même de l'armée israélienne, elles vont aider à la constitution de ce rapport ou pas du tout? Non, parce que la Commission des droits de l'homme, ou cette commission-là qui a été créée, disent qu'Israël, elle est partiale. Vous avez investigué ce que vous faites à l'intérieur de l'armée. Pour moi, ça compte rien du tout. Moi, je voudrais parler avec les gens directement. C'est pour cela que je dis que c'est vrai qu'on est contre. Elle est partiale. Elle est même horrible, cette commission des droits de l'homme, ce conseil. Mais à mon avis, lorsqu'il y a un rapport qui est sur le seuil, je crois que si on participe, si on collabore en donnant ce qu'on appelle le input israélien, la position israélienne sur plusieurs cas, par exemple la question de UNRWA, des écoles, ils ont été carrément, pourquoi l'UNRWA n'a pas cessé ceci? Donc on peut, oui, accuser l'autre partie, et si par hasard on aura 1 ou 2 articles qui puissent donner la position israélienne, à mon avis, c'est bon, parce que le rapport sera fait, il sera présenté au Conseil des droits de l'homme, il sera adopté par l'unanimité, sinon par la majorité absolue, parce qu'elle existe, et elle sera saisie par l'Assemblée générale, et elle entrera dans les archives des Nations unies.
Merci beaucoup, Yitzhak Levanon, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir apporté un peu de votre expérience, notamment en Suisse. Merci, Dror. Vous restez avec nous dans quelques instants. On va parler de cette situation en Irak et de la tâche titanesque qui attend Haïdar al-Abadi, le nouveau chef de gouvernement. C'est Ali Waked qui viendra nous en parler sur ce plateau avec vous. Dror, on analysera la réaction de la communauté internationale avec cet immobilisme en Syrie, cette action en Irak. 2 poids, 2 mesures peut-être. On en reparle dans quelques instants, juste après cette pause et un tout nouveau journal. Passé de 7 minutes en Israël, à Tel Aviv, d'où nous sommes en ce moment même sur le plateau d'Aïs24 News. Avec moi sur ce plateau, Ali Waked, spécialiste du monde arabe. Bonjour Ali, merci de nous avoir rejoints. Dror, vous êtes avec nous, ainsi que Cyril. Une réaction, je voudrais, messieurs, vous faire réagir à cette décision du Conseil de sécurité israélien qui finalement ne se réunira pas comme cela avait été prévu cet après-midi. Pourquoi selon vous, Ali? Nathalie, il faut savoir que hier, certains progrès ont été achevés dans les négociations. Israël, pour la première fois, a accepté que aussi les personnes, comme les marchandises, peuvent passer entre la bande de Gaza et Israël pour arriver à la Cisjordanie, et une certaine ouverture des frontières avec la bande de Gaza, y compris entre la bande de Gaza et l'Égypte. Les Palestiniens marquent un certain progrès qui peut être très mal interprété au sein du cabinet israélien. On a entendu les premières réactions des ministres au sein du cabinet, et les Palestiniens jugent que Benjamin Netanyahu, pour échapper aux critiques de ses partenaires au cabinet, a préféré ne pas confronter Naftali Bennett et Lieberman et reporter le rendez-vous. Un certain progrès a été fait. On est loin encore d'un accord, mais il faut attendre voir les heures à venir l'impact sur le Hamas de cette décision. Le Hamas qui a fait savoir hier que ce cessez-le-feu va être le dernier, et les Égyptiens qui font pression énorme sur le Hamas pour étendre ce cessez-le-feu pour encore 72 heures. Donc les 2-3 heures à venir, on sera beaucoup plus intelligent, on saura quelle va être la position du Hamas. Mais la vérité, c'est que ce qui a été achevé hier dans les négociations sera très mal vu dans les yeux des partenaires de Netanyahou. Alors ça, c'est pour votre analyse, Ali. En tout cas, côté israélien, on nie un petit peu cette version des faits. On considère qu'en réalité, il n'y a rien à dire. C'est pour ça qu'on ne se réunit pas. Oui, effectivement, tant qu'il n'y a pas de résultat concret, donc le cabinet de restreinte de sécurité n'a pas à se réunir pour discuter de ce qu'auraient pu être les résultats réels et concrets des négociations du Caire. On a un peu l'impression, à la lumière de ce que vient de nous dire Ali Waked, que les 3 jours de trêve qui ont été conclus pour que les partenaires puissent négocier, eh bien, sont peut-être insuffisants, tout simplement. Et que le tout est de savoir jusqu'où peut aller l'intransigeance du Hamas, son refus de prolonger cette période de trêve pour que les négociations puissent se dérouler dans de meilleures conditions. Est-ce que le Hamas peut se permettre de reprendre ses tirs quitte à entraîner Israël vers une nouvelle escalade, vers peut-être une réoccupation partielle de la bande de Gaza? Est-ce que le Hamas a les capacités militaires de le faire? Est-ce qu'il en a la volonté? Est-ce qu'il est poussé au crime en quelque sorte par ses bailleurs de fonds et ses alliés dans la région que sont le Qatar, dans une moindre mesure la Turquie, un petit peu aussi l'Iran avec laquelle le Hamas c'est plus ou moins réconcilié suite à la crise syrienne. Voilà, des questions qui restent pour l'instant sans réponse. On a vu la semaine dernière que le Hamas pouvait surprendre dans le mauvais sens du terme. Est-ce que ce sera encore le cas? Pour l'instant, c'est très très difficile de savoir où vont ces négociations, même si effectivement, et Ali Waked nous l'a dit, de réels progrès ont été constatés, des progrès qui ne feront pas que des heureux en Israël. Mais des progrès qui ne sont pas suffisants pour le Hamas. Que 95% des points ont
été résolus. Les Israéliens disent qu'on en est encore bien loin. Non, on est encore loin, mais un progrès très important a été achevé, Nathalie. Du point de vue des Palestiniens, Israël a dit qu'il n'y aura pas de discussion sous le feu et il y avait des négociations sous le feu. L'équation qui était dès le début établie par Israël et l'Égypte, le calme pour le calme et aucune discussion, aucune négociation sur la levée du blocus partiel ou complète. On voit qu'on discute le blocus, on voit qu'on a débouché à l'ouverture des frontières. Maintenant, la discussion entre le Hamas et Israël, par exemple, c'est la qualité et la quantité de certains produits qui peuvent ou ne peuvent pas être rentrés à la bande de Gaza. Le nombre de personnes, et pas le principe si oui ou non, le nombre de personnes qui peuvent désormais passer pour arriver à la Cisjordanie via Israël de la bande de Gaza, et bien sûr l'ouverture de la frontière avec l'Égypte, le Rafah. C'est pour cela que le Hamas ne soulève plus la question du port maritime et de l'aéroport, ce qui prouve qu'il y a un certain progrès sur les autres aspects du blocus. Donc au point de vue principe, le Hamas a reçu ce qu'il voulait, c'est que le blocus soit sur la table, le blocus soit négocié et un soulagement, un changement dans ce blocus pour changer la vie des Palestiniens a été fait. Et selon les Palestiniens, Netanyahou est très conscient que ce changement, Israël semble dans l'opinion publique qu'elle a donné et n'a pas pour le moment reçu. On ne parle pas de désarmer le Hamas. Personne ne parle de désarmer le Hamas. Même la terminologie a été changée. Netanyahou parle du coup éviter le réarmement du Hamas. Et on sait qu'avec l'effort que l'Égypte a fait ces 15 derniers mois contre les tunnels, la destruction de 1500 tunnels, le réarmement va être un processus beaucoup plus difficile pour le Hamas, à mon avis. Et selon les Palestiniens, il n'y a pas une crise dans les négociations. La délégation Israël est retournée en Israël, est rentrée en Israël pour mettre à jour le cabinet de sécurité. Mais la crise qui risque d'éclater entre Netanyahou et l'aile droite du cabinet évite, selon les Palestiniens, le retour de la délégation cet après-midi et la continuation des négociations. C'est ce que vous disiez il y a quelques instants. Oui, exactement. Et effectivement, Ali Wakad a mis le doigt sur un problème crucial, c'est que pour l'instant, tel que les négociations semblent se dérouler, Israël n'obtient rien. Et c'est le Hamas qui obtiendrait, il faut qui pourrait agiter le drapeau de la victoire, si voilà, s'en arrêtait à l'heure actuelle et qui pourrait voir sa stratégie agressive confortée et on pourrait imaginer que le Hamas bien tout simplement disait aux Palestiniens, regardez, nous avons frappé Israël et en échange nous avons obtenu plusieurs avantages concernant la bande de Gaza. C'est très problématique du point de vue israélien. Israël doit sortir de négociations en ayant obtenu quelque chose. Benjamin Netanyahou doit pouvoir dire à sa coalition et à son opinion, regardez, j'ai quand même obtenu quelque chose concernant la situation à Gaza, et quelque chose qui ne serait pas uniquement ou pas simplement le calme pour les localités limitrophes, pour le sud de la bande de Gaza, pour le sud d'Israël, mais bien au-delà peut-être des garanties sécuritaires internationales, américaines, etc. concernant la bande de Gaza et les localités donc, qui jouxtent la bande de Gaza. Alors les garanties sécuritaires, justement, on va en parler avec vous, Cyril, puisqu'après l'intervention très remarquée, cette invention du système d'interception antimissile Dôme de fer au cours de cette opération, son efficacité, ça a été un peu érigé comme le héros finalement de cette opération, la vedette de cette opération contre les roquettes du Hamas. Est-ce qu'on doit bientôt s'attendre à une réponse adaptée à la menace des tunnels, menace à laquelle font face, comme le disait il y a quelques instants les habitants du sud du pays? Mais écoutez, on a toutes les raisons de croire, puisqu'hier un officier, un haut gradé supérieur de l'état-major général de Tsahal a confié hier à la presse israélienne, nous avons aussi d'informations Ynet, mais également Haaretz, que l'armée allait procéder très prochainement à un essai en conditions réelles d'un système de détection de tunnels. C'est un dispositif qui est basé sur des senseurs et qui a été développé par les ingénieurs du programme Talpiot, la forteresse, et c'est le programme de recherche et de développement des systèmes d'armes de Tsahal. Voilà donc un système qui va être implémenté dans les semaines qui viennent. Dans les semaines à venir, mais ça n'a pas été appliqué du jour au lendemain. J'imagine qu'il y avait déjà des travaux sur ça. Alors, depuis 2007, ce haut gradé nous dit que 50 millions d'euros ont été investis dans
la recherche et développement de solutions à cette menace des tunnels, mais sans réel succès. Et voilà qu'une percée a été enregistrée dans la recherche, puisqu'un récent test du système a été effectué en laboratoire et qu'il aurait donné, selon ce haut gradé, entière satisfaction. Alors c'était un système qui comprendrait plusieurs solutions donc au problème des tunnels. D'abord des capteurs géosismiques qui seraient enfouis sous terre, mais également des outils microgravimétriques. Alors c'est un nom un peu scientifique, mais la gravimétrie, c'est le système qui permet d'utiliser la gravité terrestre pour détecter des excavations souterraines, et ce à très grande profondeur, parce qu'on sait que le Hamas a creusé très profondément sous terre, pas à 10 mètres. Les capteurs simples, disons non élaborés, permettent de détecter des tunnels à profondeur de 10 voire 15 mètres. Les tunnels du Hamas, on s'en est rendu compte pendant l'opération, ont été creusés à plus de 25 mètres, 25 mètres sous sol. L'Égypte, Ali, elle a trouvé une autre parade pour ces tunnels qui la concernent, elle, c'était de les noyer. Les noyer et juste effacer, éraser toutes les premières lignes des maisons entre la partie égyptienne de la ville de Rafah et la partie palestinienne de la ville de Rafah. À quelques kilomètres de la frontière égyptienne, il n'y a plus de maisons. On sait que les tunnels, bien sûr, on sait que les tunnels ont été creusés sous les maisons dans les deux parties de la ville de Rafah, et les Égyptiens ont décidé carrément de faire disparaître ces maisons pour qu'il n'y ait pas de tunnels là-dessous. Et pourquoi Israël n'a pas décidé d'utiliser cette parade, cette option égyptienne? Heureusement qu'Israël a un système de valeurs un peu plus différent de celui des Égyptiens. Mais vous avez raison. Vous savez, Israël était là à l'axe de Philadelphie jusqu'à 2005, alors que les premiers efforts des Palestiniens de creuser des tunnels, on sait, reviennent même aux années 90. Mais personne n'a imaginé que ce danger, que ce péril peut arriver à tel point qu'on a vu ces derniers jours. Avec une dernière déclaration, on va revenir à ce système ensuite, Cyril, de l'armée israélienne hier, qui déclare qu'au sud du Liban, au nord d'Israël, il n'y a pas de tunnel avec le Hezbollah. Ils l'ont dit hier. Vous pouvez réconforter la population. Ce qui existe dans la bande de Gaza, à la frontière avec Israël, n'existe pas au nord. Le Hezbollah a un autre système de tunnels. Ça, c'est la géologie de la région est un peu différente. Mais toi, Nathalie, on se souvient que les Israéliens, je ne veux pas dire qu'ils ont sous-estimé le danger des tunnels dans la bande de Gaza, mais je ne suis pas sûr qu'ils savaient à tel point le risque, le danger, il était tellement grave. Et je ne suis pas sûr qu'ils ont toute l'information possible à propos le sud du Liban. Mais ce qui est sûr, c'est que le Hezbollah a tiré le leçon des efforts du Hamas, et lui, il pense, et c'est sûr selon les sources libanaises, comment développer son propre projet des tunnels. On sait qu'un scénario qui a été présenté d'ailleurs au cabinet israélien, c'est la prise de contrôle d'une localité israélienne dans la frontière entre Israël et le Liban. Et moi, je pense que les tunnels peuvent servir le Hezbollah dans cette tentative symbolique de prendre le contrôle d'une localité israélienne. Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, a fait savoir que dans la prochaine confrontation, le Hezbollah sera en Galilée. Voilà, conquérir la Galilée. Un petit mot sur le Hezbollah. Si on compare le Hamas au Hezbollah vis-à-vis des tunnels, c'est effectivement un point intéressant, mais c'est sans commune mesure concernant l'arsenal de missiles dont dispose le Hezbollah. Des missiles bien plus performants, des missiles de plus longue portée que ceux du Hamas, et des missiles plus destructeurs parce qu'ils sont capables de porter des ogives explosives qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Donc le Hezbollah est une menace autrement plus grande que ne l'est le Hamas pour la sécurité d'Israël. Avec le système de défense israélien, le système de défense aérien, le Hezbollah est obligé de se réinventer. On a vu le dôme de fer a réduit le danger des missiles du Hamas. Le Hezbollah ne veut pas voir ses roquettes interceptées et il doit donc s'inventer, il doit donc inventer d'autres outils, et les tunnels peuvent être un outil beaucoup plus important. Il existe une autre parade aussi aux missiles du Hezbollah, c'est le dispositif de patriote et non pas d'homme de fer, qui est capable d'intercepter lui des missiles de longue portée du Hezbollah. Alors on revient au tunnel à présent. Ce dispositif dont vous nous parliez il y a quelques instants, il sera opérationnel d'ici à combien de temps ?
Écoutez, il faudra environ un an et demi pour déployer, si l'essai s'avère concluant effectivement. À noter que le système va être déployé le long des 64 km de la frontière terrestre entre Israël et la bande de Gaza. Et si l'essai s'avérait concluant, eh bien, il faudrait entre un an et un demi pour le déployer. Coût de l'essai, 2 milliards de shekels, soit environ 400 millions d'euros. À noter également qu'une barrière souterraine pourrait également être érigée le long de la frontière, une barrière physique avec nombre d'obstacles que l'armée israélienne s'est érigée le long de ses frontières. Cette parade au tunnel qui a été annoncée à la presse et annoncée à la fin de l'opération, c'est plus qu'un effet d'annonce ? Écoutez, on a le droit de s'étonner quand même de cette annonce si prometteuse, si encourageante de la part du haut commandement. Alors 3 éléments de réponse. Est-ce qu'elle a à voir avec la grogne de plus en plus bruyante des Israéliens qui critiquent le gouvernement et l'état-major pour avoir mésestimé pendant des années la menace des tunnels. On s'est rendu compte, les Israéliens ont été étonnés de la manière dont les combattants du Hamas, les terroristes du Hamas ont mené des opérations au-delà de leur propre ligne. Deuxième élément de réponse, est-ce que ça aurait à voir avec les efforts des autorités déployés pour convaincre les habitants du Sud de revenir à leur domicile, dans leur kibbutz ou dans leur localité? Le Hamas, on utilise énormément dans ces médias les titres dans certains médias israéliens sur une rebelle des habitants du Sud qui refusent d'y revenir. Certains médias ont parlé de rébellion. Et puis enfin, si on voulait être tout à fait mauvaise langue, on dirait également qu'elle aurait peut-être à voir, cet effet d'annonce aurait peut-être à voir avec la campagne qui est menée par Moshe Yaalon, par le ministre de la Défense, pour obtenir une rallonge de 18 milliards de shekels, soit environ 3 milliards et demi d'euros à son budget pour l'année en cours, alors qu'on sait que d'âpres discussions ont eu lieu à la Knesset l'année dernière sur la réduction et les coupes sombres dans le budget de la défense. Donc on verra comment tout cela est mis en place. Merci Cyril pour ce point sur cette lutte contre les tunnels. Je voudrais qu'on s'attarde un instant sur ce dossier irakien et qu'on parle, Ali, peut-être de cette volte-face américaine. Les Américains qui, jusqu'à il y a peu, soutenaient al-Maliki, finalement, c'est plus l'homme de la situation pour Barack Obama. Les Américains ont compris que la politique sectorienne qui a été menée par Maliki, elle a plus de contributions négatives, elle déstabilise l'Irak. La preuve, c'était la façon dont a collapsé l'armée irakienne au bout de quelques heures de confrontation directe avec les milices de l'État islamique. On a pensé moins entraînées et moins armées que l'armée irakienne. Ce qui a encouragé les Américains, c'est que les forces chiites au sein du Parlement ont compris que al-Maliki est désormais une partie du problème et non pas une partie de la solution. Al-Maliki, qui a marginalisé totalement, a écarté les sunnites de toute prise de décision du centre de la vie politique, voit maintenant les résultats de sa politique. Les chiites qui ont compris qu'une confrontation permanente entre chiites et sunnites n'est pas la bonne solution pour l'Irak. Elle isole l'Irak, elle lance l'Irak dans le camp iranien. Est-ce qu'elle risque d'avoir lieu, cette confrontation encore plus musclée ? Il y a maintenant une confrontation secondaire entre chiites et chiites. Al-Maliki qui fait savoir que ces groupes élites qui ont été fidèles à lui risquent d'encercler le Parlement. Il refuse, il rejette la décision du tribunal, la décision du président irakien. Il insiste à ce que lui, il a la majorité. Lui doit être pour une troisième période le Premier ministre irakien. Je pense que Al-Maliki, face à la position très ferme de l'Union européenne, des États-Unis et de l'ONU, n'a pas vraiment le choix, à moins qu'il décide de faire plonger l'Irak en une guerre civile chiite et chiite kurde, parce que le président qui a nommé Abadi est un kurde. Le Maliki a accusé le président d'avoir violé la constitution irakienne. Je ne vois pas que Al-Maliki décide d'ouvrir d'autres fronts au-delà des fronts qui existent contre l'État islamique. Alors, équation à plusieurs inconnus, on l'a bien compris. La grande question actuellement, c'est de savoir si la destitution d'al-Maliki va desservir l'alliance très pragmatique entre les États-Unis et le voisin chiite, également le voisin iranien. Dror, une réaction à ce propos. Cette politique américaine, elle manque de clarté sur les objectifs de Barack Obama lors de cette intervention américaine. Oui, alors l'intervention américaine, là où nous parlons, elle reste très limitée. Quelques bombardements ici et là. Il s'agit d'éviter un génocide. Celui, et n'ayons pas peur des mots, un véritable génocide est en préparation, ou en tout cas est dans les plans de l'État islamique
de l'État islamique en Irak et en Syrie, l'EIL, contre la minorité des Yazidis. Maintenant, il y a d'autres enjeux dans la région, bien évidemment. On peut imaginer que les Américains s'inquiètent que les islamistes, que les djihadistes puissent se rapprocher des champs pétroliers en Irak, qui sont bien évidemment nombreux. Alors là, c'est peut-être moins glorieux comme argument. L'intervention des Américains en Irak, c'est ce qui justifie l'intervention des Américains en Irak et cet immobilisme relatif qu'on a pu observer en Syrie. En Syrie, l'argument des Américains, c'était attention, on va pas vraiment aider l'opposition à Bachar el-Assad, parce que si on aide l'opposition à Bachar el-Assad, on risque de favoriser les islamistes. Sauf que c'est un argument qui ne tient pas vraiment debout, étant donné, et c'est Hillary Clinton justement qui l'a affirmé très récemment dans un entretien. À l'époque, au premier moment de la guerre civile syrienne, il y avait aussi dans cette opposition au régime de Bachar el-Assad des éléments qui n'étaient pas contaminés par le djihadisme. Il y avait aussi l'armée syrienne libre qui avait, dans les premiers temps en tout cas de la guerre civile syrienne, une chance quelconque de prendre une certaine influence au sein de cette opposition. Ça n'a pas été le cas parce qu'elle n'a pas été, en partie, parce qu'elle n'a pas été suffisamment appuyée par les Occidentaux, et de ce vide, eh bien, ont profité bien évidemment les djihadistes en Syrie, et puis on a constaté leur progrès sur le terrain en Irak. Ils sont aux portes de Bagdad actuellement, les troupes de l'EIL. Ils ont remporté des victoires importantes contre les Kurdes. Par conséquent, la situation est grave. Il y a une situation humanitaire très très préoccupante concernant les Yézidis. Il y a une situation économique potentiellement dangereuse pour les États-Unis également, puisqu'il est question des menaces sur les ressources pétrolières, sur les champs pétroliers en Irak. Donc une situation potentiellement explosive, et puis aussi au niveau régional, avec tout ce que ça implique. La Jordanie commence à avoir très peur. Il se murmure même que les Israéliens, le Liban, bien évidemment, il y a des répercussions déjà au Liban, avec des conflits sanglants intercommunautaires au Liban. Il se murmure même que les Israéliens aideraient la Jordanie à assurer sa défense contre une éventuelle offensive des djihadistes. Merci beaucoup, Dror, d'avoir été avec nous ce matin, Ali. Merci à vous également. On va marquer une courte pause de 2 minutes. Dans un instant, on revient sur ce plateau avec nos chroniqueurs. On parlera également de la Turquie avec la récente élection au poste de président de Recep Tayyip Erdogan. Restez avec nous. À Tel Aviv, merci de nous être fidèles sur i24 News. On va tout de suite faire le point sur l'actualité de cette nuit et de ce début de la matinée, avec cet accord probable en vue au Caire. Selon des sources égyptiennes proches des négociations sur le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, 80% des points auraient été résolus. Les 5% restants concernent la construction du port maritime et de l'aéroport auquel Israël s'oppose. Les négociations entre Israël et le Hamas qui se poursuivent donc de manière indirecte au Caire. Il semblerait qu'il faille 48 ou 72 heures supplémentaires après la fin du cessez-le-feu actuel pour continuer à négocier. Dimanche, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a nommé 3 membres pour enquêter sur les éventuels crimes de guerre commis par Israël lors de l'opération Bordure Protectrice. Israël a vivement critiqué la composition de ce comité qu'il estime manquer d'équilibre. Parmi ces 3 membres, William Schabas, un expert canadien de droit international dont le thème de prédilection académique a été le génocide. Il a appelé dans le passé à poursuivre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ainsi que l'ancien président Shimon Peres devant la Cour pénale internationale de La Haye. En Irak, on vient d'en parler, le Premier ministre sortant Nouri al-Maliki a rejeté la nomination du nouveau chef de gouvernement, Haïdar al-Abadi. Selon lui, c'est une dangereuse violation de la Constitution soutenue par les États-Unis. Washington, qui a lâché son ancien allié très contesté, y compris dans son propre camp, Barack Obama appelle à une transition pacifique. Et puis dans le reste de l'actualité internationale, côté cinéma, à présent, l'acteur américain Robin Williams a été retrouvé mort hier à son domicile. Celui qui avait notamment remporté un Oscar pour Will Hunting avait 63 ans. Il se serait vraisemblablement suicidé. Dans un communiqué, son attaché de presse explique que l'acteur américain souffrait d'une sévère dépression. On parlera
de ce monument hollywoodien, notamment avec Jérémy Elfassi. Vous êtes notre invité sur ce plateau. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Avec moi également Yohann Waki, Rudy Saada. Merci d'être avec vous. On va prendre immédiatement la destination de la Turquie. On va en parler largement avec vous sur le web, Rudy. Mais nous sommes en ligne avec un blogueur turc, Diane Taragay. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions. Est-ce que vous vous sentez concerné plus d'une journée et demie maintenant après la victoire d'Erdogan? Est-ce que vous vous sentez concerné par sa victoire à la présidentielle? Bonjour, oui, je me sens un peu concerné, car j'adhère pas forcément avec la politique autoritaire et le virage un peu religieux de la Turquie, mais après, c'est pas une surprise. Il y a eu des mouvements d'opposition en Turquie? Oui, il y a eu des mouvements d'opposition, comme l'année dernière, par exemple, le mouvement de Gezi et tout, mais qui ont abouti à rien de concret. Et aujourd'hui, si on en est là, c'est aussi parce que l'opposition n'a pas réussi à sortir un candidat adéquat et un candidat qui s'est rassemblé, aussi dans l'électorat anatolien. Diane, vous êtes blogueur, vous analysez au quotidien les sorties de votre nouveau président, un premier ministre de la Turquie. Est-ce que ces dernières sorties, ces dernières déclarations, elles ont choqué les Turcs? Oui, certaines. Déjà, quand le fait de trouver, de stigmatiser un peu les minorités, ou même le fait de prendre un virage, par exemple, concernant, je sais que vous nous appelez d'Israël, et rien que le fait de montrer le conflit israélo-palestinien d'une manière très simple, comme si, on nous montre seulement en Turquie l'agression des Palestiniens par Israël, mais on ne nous montre pas aussi l'autre côté des choses, c'est-à-dire le Hamas qui jette des roquettes sur Israël tous les jours. Donc c'est une manière très simple d'influencer le peuple qui ne nous plaît pas forcément. C'est une manière d'exciter un peu le peuple pour une cause qui se trouve un peu simple. Mais bon, malheureusement, c'est un peu le cas dans tous les pays, quoi. C'est ça, les médias turcs, vous les sentez avec une prise de position en faveur des Palestiniens à l'intérieur de la bande de Gaza et pas forcément en essayant de montrer une image un peu plus globale de ce conflit. C'est ce que vous êtes en train de dire. Exactement, c'est exactement ça. Bon, je pense que c'est pas seulement en Turquie. Mais ils stigmatisent aussi les Alévis, et puis bon, c'est un virage qui ne fait pas forcément plaisir en Turquie, à la moitié de la population, il y a 50-50, quoi. Merci beaucoup Diane Taragay d'avoir répondu à nos questions ce matin depuis la Turquie. Alors vous vouliez nous en parler, Rudy, de ces sorties antisémites de Recep Tayyip Erdogan, ça ne s'arrête pas. Oui, alors, en tout cas, Erdogan se pose clairement comme anti-sioniste, ce qui pour lui n'a rien à voir avec de l'antisémitisme. Cela dit, bon nombre de ces sorties, notamment lors des meetings de cette campagne présidentielle, ont été extrêmement virulents. Il s'était d'ailleurs attiré les foudres de l'ONU en déclarant en mars dernier à Vienne que le sionisme était un crime contre l'humanité. Depuis, d'autres sorties ont été relayées sur le net, notamment en mai dernier, alors qu'il se rendait sur les lieux de la catastrophe minière de Soma, où 300 personnes ont perdu la vie. Alors, on l'avait vu dans une vidéo qui avait été diffusée sur le site d'opposition Sokzu, traiter un manifestant hostile, je cite, de sperme d'Israël, ce qui est une énorme insulte en Turquie. Alors, il s'était défendu de tout antisémitisme sur son compte Twitter. Regardez que voici, il dit ici et là, il y a une campagne contraire à l'éthique qui est menée contre nous, dans laquelle ils essayent de nous exposer comme des antisémites en déformant nos mots. Dans l'histoire de notre nation, il n'y a jamais eu d'antisémitisme, ni aujourd'hui, ni demain. Alors c'est plutôt ironique que vous fassiez référence au compte Twitter d'Erdogan, lui qui a tout fait pour interdire ce même Twitter, réseau social. Il avait même déclaré il y a quelque temps que Twitter représentait un danger pour la démocratie. Autant dire que entre Erdogan et les réseaux sociaux, c'est loin d'être une histoire d'amour. Cela avait commencé avec les mouvements protestataires dits de la place Taksim. C'était en mai 2013. Ils s'étaient fédérés via Twitter et Facebook. Et Erdogan a tout de suite compris la force des réseaux sociaux et avait tiré les leçons aussi
aussi des différents printemps arabes, et il avait donc critiqué les réseaux sociaux en devenant lui-même la risée d'une aide par le monde avant d'ordonner l'interdiction de Twitter. C'était il y a quelques mois à la suite de soupçons de corruption dont les éléments de preuve avaient fuité par Internet, une interdiction qui a été levée par la Cour constitutionnelle turque. Il faut savoir que la Turquie est considérée par les ONG de défense des libertés comme un des pays les plus répressifs en matière de contrôle de web. Il y a 12 millions d'abonnés Twitter, ce qui est énorme. Alors selon le dernier rapport de transparence de Google, le gouvernement turc a demandé le retrait de 9610 contenus Internet au cours de la première moitié de 2013, ce qui est un record mondial, loin devant le deuxième pays qui est les États-Unis. Alors pourtant, ça n'a pas empêché Erdogan lors de cette campagne présidentielle d'utiliser Internet pour accéder à la présidence avec succès. Certains internautes ont remarqué, vous allez le voir, une certaine analogie entre le logo de campagne d'Erdogan qui ressemble étrangement à celui d'Obama. Et puis dernière image pour finir qui a amusé. C'est un peu plus sinueux. Voilà, c'est un peu plus sinueux, mais le message est le même. Ouais, c'est vrai que les lignes sont un peu moins claires. Et on va terminer avec ce détournement. On voit le Premier ministre serrer la main à son président. Voilà. Voilà. Et la fin qui explique et justifie bien les moyens, donc on l'a compris avec Erdogan. On parle d'une autre suspension de compte plus salutaire. Oui, les internautes l'a demandé depuis quelques jours, la suspension d'un compte franchement choquant, celui de Khaled Sharouf. C'est un Australien qui a quitté son pays pour aller mener le djihad en Syrie aux côtés donc, de ce qu'on appelait l'EIL. Plusieurs particularités sur son compte Twitter. Déjà, il nous montre qu'il est allé mener la guerre sainte en famille, avec ses enfants. Et puis autre chose qui a choqué sur Internet, ce sont les images de ces exactions qui ont été fièrement postées sur Internet. Avec les enfants, ces images qui étaient choquantes. On a vu ces enfants tenir les têtes des soldats, des personnes exécutées. Si ces images, elles étaient tellement choquantes, pourquoi est-ce que le compte n'a pas été supprimé? C'est justement que là, on a passé un cap avec cette image de son fils, 7 ans, qui pose avec la tête d'un soldat décapité. C'était à Raqqa, dans la vallée de l'Euphrate. C'est le bastion des insurgés islamistes. Alors l'homme a fièrement légendé la photo. « That's my boy », c'est mon fils, c'est mon garçon. Donc c'en était trop pour Twitter, d'autant plus que ces mises en scène avaient été déjà condamnées par le Premier ministre australien Tony Abbott, qui lui-même l'avait condamné lors d'une visite à l'étranger, et le grand-père du petit garçon avait condamné ces mises en scène. L'occasion d'apprendre qu'en Syrie, il y a 150 Australiens qui mènent actuellement le djihad. On va changer un petit peu d'image et d'ambiance. On termine avec l'hommage unanime des internautes au comédien Robin Williams. Il est mort cette nuit, âgé de 63 ans. Oui, et dès l'annonce de sa mort, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre cette nuit sur Internet. L'émotion est immense. Anonyme comme célébrité salue la mémoire de celui qui a incarné entre autres Madame Doubtfire. Avant de faire un tour en des réactions du côté d'Hollywood, ce tweet de Barack Obama lui-même. Robin Williams était un aviateur, un médecin, un génie, une nounou et tout le reste, mais il était unique en son genre. Hommage donc aussi du tout Hollywood, à commencer par la célèbre présentatrice de télé Ellen DeGeneres qui avait présenté la dernière cérémonie des Oscars. Il a donné à tant de gens, mon cœur est brisé. Le comédien comique Steve Carell parle d'un homme qui a rendu le monde un peu meilleur, et sur son compte Facebook, le chanteur Lenny Kravitz poste cette photo. On va la voir avec le titre « Heureux de vous avoir rencontré ». Donc des hommages qui viennent d'un petit peu partout. On termine avec le comédien David Hasselhoff qui, on le sait, lutte comme Robin Williams contre la dépression et l'alcoolisme, et pour lui il s'agit cette mort d'une prise de conscience. Alors du côté des anonymes, ils se sont spontanément rendus sur le compte Instagram du comédien pour poster leur message de condoléances. Alors on voit il y a 3 semaines, on va voir cette photo, voilà, il était un petit peu fatigué, diminué le jour de son anniversaire, et dernière photo postée avant ce qui semble être donc un suicide, vous l'avez dit, cette photo nostalgique de lui et de sa fille il y a une vingtaine d'années. Cette photo a été postée il y a 2 semaines, et donc à côté vous voyez tous les messages de condoléances de tous ces fans de par le monde. Alors voilà, tous ces fans, Robin Williams qui a influencé des générations entières. On va le dire, Jérémy El-Fassi, vous êtes journaliste, vous êtes acteur également. Comment il vous a influencé, vous en tant qu'acteur, en tant qu'être aussi? Donc Robin Williams, c'est un acteur qui a profondément marqué sa génération et qui a, à travers ses films, à plusieurs reprises ému son public. Il a touché les gens notamment parce qu'il a interprété des rôles de trublion, à contre-courant du système, mais toujours avec
une vraie humanité, une vraie sincérité. Et à la fin des années 80 et au début des années 90, il est presque considéré comme une idole. Il est révélé avec le film Good Morning Vietnam, où il interprète un animateur radio complètement loufoque qui est envoyé au Vietnam pour redonner... Vous allez nous le faire, le Good Morning Vietnam? Je vais travailler là-dessus et puis je reviendrai un de ces jours. Donc voilà, il vient pour redonner un peu du baume au cœur aux soldats américains. Et dans le film, les auditeurs sont conquis par son attitude décalée, ses blagues, ses provocations, son côté excentrique. Il est à contre-courant tout en restant patriote et il a une profonde affection pour les jeunes soldats américains. Donc pour ce rôle, il est nominé aux Oscars et ça le fait rentrer dans le cœur du public et des Américains en particulier. Et puis après, il y a ce film qui est peut-être le film le plus marquant, Le Cercle des poètes disparus, où il interprète un professeur de lettres qui enseigne dans une université américaine prestigieuse. C'est un professeur aux méthodes peu orthodoxes et qui est là aussi à contre-courant et qui parvient à transmettre une véritable passion pour la littérature à ses élèves. Le film est devenu culte et là encore, il conquit le public. Mais Robin Williams, c'est aussi un acteur avec une palette de jeux très diverse. Il excelle dans le comique avec un talent qui lui est propre. C'est une boule d'énergie qui attire l'attention. Il est bluffant dans Madame Doubtfire. Il est hilarant dans Fisher King. C'est un enfant dans Hook, où il joue le rôle de Peter Pan. Et puis il a aussi des rôles bien plus dramatiques, notamment Will Hunting, où il joue le rôle d'un psy qui va arriver à débloquer les névroses d'un jeune à problème. Et ce sera le film pour lequel il va recevoir son seul Oscar de sa carrière. Donc c'est un personnage en soi, au sens théâtral du terme, hein. Si bien que les studios Disney vont même s'inspirer de lui, de son personnage de Robin Williams, pour créer le personnage du génie dans Aladdin, le film de Disney. Voilà, donc ça a été vraiment un acteur unique en son genre, qui a été capable d'exceller dans tous les registres et surtout qui, par son humour, son empathie et son humanité, a trouvé une place bien particulière dans le cœur du public. Et je pense que c'est ça qu'on appelle un acteur populaire. Dans votre cœur aussi, manifestement, vous en tant qu'acteur et qu'analyste du cinéma, avec cet héritage qu'il laisse derrière lui. Merci beaucoup de nous l'avoir raconté, de nous l'avoir conté ce matin et avec ces images qu'on voyait défiler de ces films qui ont bercé notre enfance, notre adolescence, ou enfin... tout dépend des âges. Allez, on va passer à un autre thème à présent. On parle d'immobilier, on change un petit peu d'angle avec vous, Yohann Ouaki. Yohann, on va faire le point sur cette promesse de Yair Lapid de la TVA à 0%. Promesse de Gascon, nous disait hier Daniel Rouache, le président de la Chambre de commerce France-Israël. Alors ce matin, une question. Est-ce qu'il faut attendre ou pas que la loi passe pour acheter des appartements? Écoutez, c'est une très bonne question, puisqu'en fait, la loi n'ayant pas été votée avant les congés annuels de la Knesset, se pose effectivement la loi d'attendre ou pas octobre, reprise des reconsidérations, pour acheter. Alors, il faut déjà savoir que les critères dans lesquels vous pouvez rentrer ou non pour bénéficier de la loi TVA à taux zéro ne sont pas universels. Voilà, il y a certains critères. Cette loi ne concerne que les appartements neufs, que des projets d'appartements neufs, donc pas tous les appartements, que ça ne concerne que les primo-accédants, c'est-à-dire les personnes achetant un bien immobilier pour la première fois. Et à partir de ces deux critères, on peut commencer à émettre des hypothèses d'attente ou pas d'attente que la loi passe. Alors, étonnant mais mathématique, tout le monde n'a pas intérêt à bénéficier de cette loi à TVA 0%. Je vous explique. La loi aujourd'hui... Il n'y a pas que des avantages. C'est pas qu'il n'y a pas que des avantages, c'est que certaines personnes peuvent même perdre de l'argent en bénéficiant de cette exemption. Je vous explique très simplement. La TVA aujourd'hui sur les biens immobiliers s'élève à 18%. 18%, c'est très avantageux si vous êtes donc primo-accédant et vous avez du mal à accéder à la propriété. Vous avez donc généralement, si vous avez du mal, vous avez généralement un crédit à souscrire, et pour souscrire ce crédit, vous avez besoin d'un apport. Plus cet apport est élevé, plus vous avez des chances d'accéder à la propriété. Économiser 18% sur le prix de votre bien peut faire réduire considérablement le prix de ce bien et donc le montant de votre apport, et donc vous faire accéder à la propriété, chose qui n'était peut-être pas possible si vous ne bénéficiez pas de cette loi. Ça, c'est un cas positif. Deuxième cas positif, Rudy, vous pouvez tout simplement... Avez tout compris, parce que Jérémy, je vous sens perplexe. Non, je suis avec une grande attention. On est très concentré. C'est très simple. Si le prix diminue de 18%, vous pouvez accéder à la propriété, chose qui n'était peut-être pas possible si vous n'aviez pas cette réduction. Deuxième cas positif, vous pouvez tout simplement décider de garder votre budget initial et de l'augmenter, d'augmenter le prix d'achat de votre appartement de 18%. C'est-à-dire que pour le même prix que ce que vous aviez prévu, vous aurez un appartement à une plus grande valeur. Logique ?
Logique. Logique. Tout le monde suit. Donc ça, c'est deux cas de figure dans lesquels le fait d'attendre la loi peut être avantageux. De toute façon, on a du mal à voir dans quel cas une exemption de la TVA peut aller à la défaveur finalement de certains acquéreurs. Il y en a. Encore une fois, c'est étonnant. Mais alors, je vous explique. Quand on regarde l'augmentation spectaculaire du prix des biens immobiliers en Israël depuis début 2014, on peut se rendre compte par un calcul mathématique que ce n'est pas une si bonne affaire d'attendre le passage de la loi, en tout cas pas pour tout le monde. Je vous donne quelques chiffres. Le prix moyen d'un appartement début 2014 était à 1,48 million de shekels en Israël. 6 mois plus tard, il est à 1,52 million. Donc si on se base sur cette évolution de 44 millions d'augmentation, 44 000 shekels d'augmentation par tranche de 6 mois, on se dit que si on attend 6 mois, voire 1 an avant d'acheter, ce que vous allez économiser par les 18% de TVA peut être perdu. La bulle immobilière vous fera perdre. Exactement, par l'augmentation du prix de votre bien. Donc ça, c'est un cas où vous auriez plutôt intérêt à acheter maintenant. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que quel que soit l'appartement que vous visez, le maximum que vous pouvez économiser par ces 18% d'exemption, donc cette TVA exemptée, est d'environ 250 000 shekels, soit 73 000 $. Quel que soit le prix de votre bien immobilier, si la TVA dépasse les 250 000 shekels, vous n'économiserez de toute façon pas plus. Ouais, c'est important à savoir, surtout en cette période d'achat. Beaucoup de calculs, et puis c'est important de le faire en cette période d'achat. On sait qu'il y a beaucoup d'achats qui se font, même en cette période un peu particulière d'opération. Après cette opération bordure protectrice, des achats notamment de l'étranger. Est-ce qu'il y a d'autres critères à prendre en considération avant de se lancer et de décider d'acheter? Alors une fois que vous avez fait vos calculs, bien évidemment, il faudra regarder les localités qui sont concernées par ces programmes immobiliers, et bien évidemment les villes de Tel Aviv, de Netanya ou encore de Nats-Tzionah qui sont très prisées, sont très peu concernées par la loi à taux zéro, c'est-à-dire qu'il y aura quelques programmes à Tel Aviv ou encore à Netanya, mais pas énormément. Donc si c'est les villes dans lesquelles vous comptiez acheter un appartement, autant acheter directement parce que vous ne bénéficierez pas de la loi de toute façon. Et puis il faut savoir encore une fois, je le répète parce que c'est important, que ça ne concernera que les logements neufs. Donc c'est un pari à prendre d'attendre ou pas, c'est à vous de décider, en sachant que la loi n'a pas été votée et rien ne dit qu'elle le sera. Donc si vous attendez pour finalement... Les logements neufs et les logements en cours de construction, ou qui ne sont pas encore l'achat sur plan, ça concerne également, ça marche également par cette loi. Et puis il faut savoir aussi que, dernier critère, le prix dans l'ancien ou dans les programmes qui sont non neufs, donc ce qu'on appelle l'ancien, risque de croître un peu moins vite que c'est le cas aujourd'hui en réaction à cette loi. C'est-à-dire que bien évidemment qu'il va y avoir une attractivité pour les logements neufs, donc la réaction dans l'ancien sera peut-être de décroître, voire de progresser un peu moins vite que ce qu'on doit attendre. Donc il y a peut-être des bonnes affaires à faire dans l'ancien. Et on l'a bien compris, prudence eu égard à cette loi, notamment du fait de cette opposition également au passage de cette loi par la branche ultra-orthodoxe à l'intérieur dans cette proposition de loi. Alors en dehors de l'offre et de la demande, elle régule aussi bien évidemment les lois du marché immobilier. Qu'est-ce qui fait, et c'est une question que tout le monde se pose, que les prix de l'immobilier soient si élevés en Israël? Beaucoup d'Israéliens en profitent tout le temps pour taxer finalement les étrangers qui arrivent avec un pouvoir d'achat un peu plus élevé en Israël et qui font augmenter les prix. C'est pas la seule raison. C'est pas la seule raison. Alors c'est une des raisons, puisque ça c'est tout simplement la loi de l'offre et de la demande. Plus il y a d'acheteurs, moins il y a de biens, et plus le prix des biens augmente. Ça c'est mathématique. Par contre, il y a des critères un peu plus compliqués, un peu plus difficiles à imaginer. D'après l'association des constructeurs en Israël, la plus grande part dans le prix d'un bien immobilier est constitué par le coût de construction qui représente 35% du prix de vente final. Coût de construction qui prend en compte une main-d'œuvre très chère, car il y a peu de main-d'œuvre qualifiée pour ce type de métier en Israël, et bien souvent ce sont des travailleurs étrangers qui s'occupent des métiers de la plâtrerie, du carrelage ou encore du coulage de béton. Très peu d'acheteurs qualifiés qui font que certains constructeurs sont prêts à payer des salaires à hauteur de 20 000 shekels par mois pour avoir des ouvriers qualifiés. 20 000 shekels, c'est près de 4 300, 500 euros. Exactement, qui est un salaire très élevé en Israël. Donc très peu de main-d'œuvre qualifiée qu'on fait venir de l'étranger. Et si on dit qu'il y a très peu de main-d'œuvre qualifiée, c'est également parce que la main-d'œuvre israélienne est souvent critiquée par les constructeurs immobiliers qui jugent la qualité du travail un peu médiocre, et que le fait de recommencer le travail derrière ou de le surveiller avec une surveillance un peu plus accrue coûte finalement encore plus cher que d'embaucher des étrangers pour réaliser ce travail. Alors sur ce point-là, le seul levier sur lequel on peut agir, ce serait une décision politique qui permettrait à Israël de faire venir plus de travailleurs étrangers pour augmenter le nombre de travailleurs étrangers qualifiés en Israël, qui ferait réduire automatiquement le prix de la main-d'œuvre et donc indirectement le prix des biens immobiliers. Alors ça a été le cas justement avec des travailleurs roumains qui ont été
appelé. C'est le cas en ce moment avec des travailleurs chinois qui sont une discussion autour des travailleurs chinois. Alors ça, c'est pour l'immobilier Oui. en Israël. Qu'en est-il de l'immobilier à Gaza, les prix de l'immobilier aussi à l'intérieur de la bande de Gaza? Eh bien écoutez, alors là c'est encore une surprise. Si on part de la loi économique, de la loi de l'offre et de la demande, pas de surprise. Bien évidemment que des logements sont régulièrement détruits à cause des opérations militaires dans la bande de Gaza, ce qui réduit le nombre de logements disponibles, alors que la population ne fait qu'augmenter. Plus de demandes, moins d'offres, les prix de l'immobilier augmentent. Ça, encore une fois, c'est mathématique. À côté de ça... Et puis il y a eu beaucoup de reportages, excusez-moi de vous couper, Johan, beaucoup de reportages dans les médias israéliens qui disaient que les prix de l'immobilier augmentaient, et en particulier dans certains quartiers. Oui. Par exemple, les quartiers où la police du Hamas est établie, eux, du coup, ils sont fuis par les Gazaouis. Oui. Et les quartiers où il y a des locaux de l'ONU, des écoles de l'UNRWA, etc., eux, pour le coup, la population veut s'en rapprocher. Exactement. Alors, il y a plusieurs critères qui permettent aux Gazaouis de choisir les quartiers. Généralement, ce sont, comme vous venez de dire, les quartiers protégés qui sont privilégiés, et les quartiers qui sont plus loin de la frontière israélienne, car moins susceptibles d'être moins facilement accessibles. Mais à côté de ça, il y a d'autres mécaniques qui sont mises en place, notamment grâce à ces fameux tunnels de contrebande qui existent entre la bande de Gaza et l'Égypte, qui permettent de faire passer des marchandises de construction. Ces tunnels sont construits par des Gazaouis et sont exploités par des Gazaouis. C'est-à-dire que vous pouvez louer l'exploitation de ces tunnels pour faire passer des marchandises. La location de ces tunnels... En payant une taxe au Hamas. Alors, deux choses. Vous payez au propriétaire du tunnel, enfin, le dit propriétaire du tunnel, le constructeur du tunnel, la location du tunnel pour faire passer votre marchandise, et vous payez en plus de ça au Hamas une taxe sur l'utilisation de ce tunnel. Conséquence, des propriétaires de tunnels, j'ai un peu du mal à dire propriétaire puisque c'est une propriété acquise sans réelle loi, les propriétaires de ces tunnels se sont fait énormément d'argent, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de nouveaux millionnaires en l'espace de 5 ans, des nouveaux millionnaires qui sont désormais capables d'acheter des maisons à plus de 3 ou 4 millions de dollars dans la bande de Gaza. Ce sont des villas somptueuses qui sont bien évidemment dans les quartiers protégés et difficilement accessibles par l'armée d'Israël. Donc des villas, notamment dans le quartier de El Remal, qui est un quartier réputé pour ses villas à Gaza. Voilà. Donc on voit que toute cette économie parallèle, cette économie mise en place par l'exploitation de ces tunnels a permis d'enrichir un certain nombre de personnes. Alors elle a profité à qui justement? Parce qu'on parlait de ces quartiers entiers à l'intérieur de la bande de Gaza où il y avait des restaurants étoilés, dirait-on, vraiment des quartiers luxueux. Eh bien écoutez, cette économie, c'est très simple, elle a permis d'enrichir encore plus les dirigeants du Hamas, d'enrichir ceux qui ont sauté sur l'occasion de la construction de ces tunnels de contrebande, puisque, je vous le répète, en l'espace entre 2008 et 2014, un bon nombre de Gazaouis qui ont sauté sur cette occasion sont devenus millionnaires en partant absolument de rien. Des gens qui n'avaient pas de quoi manger sont devenus millionnaires et ont créé du coup cette économie parallèle d'achat, de construction et de vente de biens immobiliers de luxe. Ils se sont inventés promoteurs immobiliers. Ils se sont inventés constructeurs de tunnels, promoteurs immobiliers, et aujourd'hui ils s'improvisent millionnaires. Quand on connaît l'économie gazaoui, quand on sait que 40% de la population de Gaza est au chômage, qu'autant d'entre eux ont besoin des aides humanitaires pour se nourrir et qu'en parallèle se développe une économie du luxe, disons-le, n'ayons pas peur des mots, ça laisse songeur. Alors voilà, merci beaucoup de nous l'avoir présenté, en tout cas cette économie du luxe, et on en parlera peut-être en tout cas sur les réseaux sociaux à l'avenir. Merci Johan, merci à vous Rudy et Jérémy. En parlant de Gaza, on va s'y rendre justement pour prendre un peu le pouls à la frontière avec Israël. On rejoint notre envoyé sur place, Maxime Pérez. Maxime, quelle est la situation sur place? Il est bientôt 10h en Israël. Eh bien, toujours le calme ici, alors que le cessez-le-feu entre dans sa 34e heure depuis maintenant un jour et demi. Aucun tir de roquettes et aucune attaque israélienne n'a été menée dans la bande de Gaza. Pour l'instant, l'état d'alerte perdure autour de cette enclave palestinienne où l'on voit encore des troupes, certainement beaucoup moins importantes qu'il y a quelques semaines, mais elles sont là prêtes à répondre si d'aventure des attaques ou des infiltrations terroristes devaient se dérouler. L'état d'alerte a été légèrement revu à la baisse dans un périmètre de 8 à 40 km autour de la bande de Gaza, notamment jusqu'à cette ville d'Ashdod où les mesures d'urgence ont pour l'instant été annulées. Il y aura de nouvelles réévaluations hier soir, ce qu'on comprend du volet diplomatique, parce que c'est ce qui semble prendre l'ascendant pour le moment, c'est que la priorité de l'Égypte, qui, vous le savez, sert de médiateur dans ces négociations entre Israël et le Hamas, eh bien, la priorité du Caire, c'est de stabiliser dans un premier temps le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.
Hamas les sujets les plus sérieux qui sont sur la table des négociations, comme l'ouverture peut-être d'un port ou d'un aéroport, ou même le libre passage dans le poste frontalier de Rafah. Pour l'instant, sont, selon les Égyptiens, repoussés à plus lointaine échéance. Pour l'instant, la priorité, c'est donc de maintenir ce cessez-le-feu qui est encore jugé fragile ici sur le terrain. Très rapidement, Maxime, et en 2 mots, on ne parle plus donc de présence militaire dans cette zone tampon, donc autour de la bande de Gaza. Non, présence militaire, il y a encore des positions d'artillerie qui sont positionnées à quelques centaines de mètres de nous, des tanks embusqués tous les 200-300 mètres, des troupes régulières, des blindés qui sont également en position de faire mouvement à tout moment vers la bande de Gaza, en position avancée, mais pour l'instant, on ne voit pas un scénario immédiat d'incursion terrestre dans la bande de Gaza. Par rapport à ce que nous avons pu voir ces dernières semaines, ce n'est pas ce qui se profile, même en cas de nouvelle escalade de violence à la frontière avec des tirs de roquettes, ce qui risque de se produire demain soir si d'aventure les roquettes devaient de nouveau pleuvoir sur les localités frontalières de Gaza. C'est peut-être une offensive aérienne en règle de l'armée israélienne, mais pas d'incursion terrestre à ce stade. Merci beaucoup, Maxime, en direct donc de la frontière avec la bande de Gaza. On va refermer donc cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à ceux qui l'ont réalisé et préparé. L'info continue sur notre site internet a24news.tv. L'info qui continue également sur ce plateau même. Nouveau journal dans quelques instants. Restez à l'écoute.